Deuxième séance d'audition des opinions sur la consultation publique sur l'hébergement touristique. Alors, je me présente, Marie Lagier, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vais être l'animatrice de la rencontre d'aujourd'hui. Avant de vous expliquer le déroulement, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Alors, à ma gauche, Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et puis également, donc c'est l'élu responsable de la consultation. Mme Geneviève Hamelin, présidente du conseil d'arrondissement de la cité Limoilou, également conseillère du district Mézeray-Lairay. Et M. André Roy, directeur général de l'Office du tourisme de Québec et président du comité de travail sur l'hébergement touristique. À ma droite, M. Alexandre Armstrong, conseiller en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, M. Armstrong va vous faire une présentation de mise en contexte un peu plus tard. Et puis, on a aussi une table de personnes ressources. Donc, nous avons également Mme Annie Gélina, chargée de projet Office du tourisme de Québec, M. Sergio Avellan, qui est conseiller en urbanisme à l'arrondissement de la cité Limoilou, et puis M. André Saint-Hilaire, qui est conseiller à la direction des interventions sectorielles au ministère du Tourisme. Alors, merci à tous. Alors, je cède la parole à Mme Savard pour un mot de bienvenue. Oui, bon matin. Donc, aujourd'hui, on est ici, comme vous devez le savoir, si vous êtes ici ce matin, je vais dire ce soir, je revenais en arrière, là, j'étais rendue hier. Donc, c'est qu'en 2017, automne 2017, la Ville de Québec a décidé de faire un contrôle intérimaire, donc de faire une grande réflexion sur l'hébergement touristique, entre autres l'hébergement collaboratif. Avoir une grande réflexion sur l'encadrement, la réglementation, la rendre peut-être plus à jour, parce qu'on sait que l'hébergement collaboratif, c'est quand même une nouvelle façon de voyager maintenant, donc c'est un incontournable. Alors, suite à ça, il y a un comité qui a été formé, présidé par André Roy, comité dont je fais partie également. Et dans tout notre processus donc de réflexion, on a eu, oui, des rencontres, il y a eu également des ateliers avec certains conseils de quartier. Et là, toujours dans le même processus, on est ici aujourd'hui pour vous entendre et recevoir vos mémoires. Alors, merci beaucoup de vous avoir déplacés, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, Mme Hamelin. Mme Savard, excusez-moi. Merci, Mme Savard. Alors, j'en profite pour souligner la présence aussi. On a d'autres élus dans la salle. M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. M. Jean-François Gosselin, conseiller du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Est-ce qu'il y a d'autres élus? Non, ça va. Bon, bienvenue à tous. Également, je vous mentionne, pour ceux qui sont venus en voiture, le stationnement est gratuit. Aujourd'hui, on a demandé une tolérance de stationnement, donc il n'y a pas de souci à vous faire là, si vous êtes stationné dans le stationnement du Parc Victoria. Écoutez, donc la présente consultation d'aujourd'hui donc s'inscrit dans une démarche plus globale qu'on a déployée là, depuis l'automne dernier, comme Mme Savard vous l'a dit. Donc, juste pour vous rappeler les différentes étapes, on a tenu des groupes de discussion en janvier avec des citoyens et puis des commerçants de proximité. Également, on a mandaté 4 conseils de quartier pour tenir des ateliers participatifs, donc les conseils de quartier du Vieux-Québec, colline parlementaire Cap-Blanc, conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, conseil de quartier Saint-Roch et puis conseil de quartier Vieux-Limoilou ont tenu des ateliers le 28 février et 1er mars. On a également une consultation en ligne, donc il est possible de répondre à un questionnaire web en ligne sur le site de la Ville de Québec jusqu'au 31 mars. Et puis, donc, hier soir et aujourd'hui, nous tenons des séances d'audition des opinions avec mémoire et puis commentaires verbaux pour ceux qui souhaitent intervenir. Tout ça, c'est une consultation en amont, donc c'est important de le spécifier. Par la suite, s'il y a des modifications réglementaires qui sont faites, donc des modifications à la réglementation d'urbanisme, il y aura de nouveau une consultation sur ces modifications, une consultation légale en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, voilà pour la démarche de consultation. Donc, avant de vous expliquer le déroulement de la séance, je vais donner la parole à M. Alexandre Armstrong pour une présentation de mise en contexte sur la réglementation en matière d'hébergement touristique. Bonjour. Donc, le plan de la présentation, rapidement, on va passer sur les différentes catégories d'établissements d'hébergement touristique, un bref portrait de l'hébergement à Québec, rapidement un survol de la réglementation applicable. Bien sûr, on n'ira pas dans le détail, mais c'est pour simplement vous donner une idée de la réglementation et rapidement aborder des exemples étrangers en matière d'encadrement de l'hébergement touristique.
Donc, il y a 3 principales catégories d'établissements touristiques à Québec. Donc, le premier, c'est les établissements hôteliers, les hôtels, les motels, donc ceux qui offrent des chambres, des suites ou même des appartements en location, mais qui vont aussi offrir des services complémentaires comme une réception, buanderie, un restaurant, des salles de réunion, etc. La deuxième catégorie, c'est les résidences de touristes. Dans ce cas-ci, c'est la location d'unités d'hébergement. Ça peut être une maison, un chalet, un condo, un appartement, mais il n'y a pas d'autres services complémentaires qui sont offerts. Et finalement, les gîtes ou les couettes et cafés, les bed and breakfast. Donc, c'est la location d'un maximum de 5 chambres dans un logement qui va être habité par le propriétaire, qui doit être présent pendant le séjour, et le petit déjeuner doit être inclus. Donc, il y a d'autres catégories d'établissements touristiques, mais sont moins présents en nombre sur le territoire et moins significatifs. Il y a aussi bien l'hébergement collaboratif, c'est une nouvelle tendance qu'on voit apparaître partout dans le monde. Donc, c'est un nouveau marché qui permet de fournir des services dans le cadre d'échanges entre pairs ou d'un partage. Donc, ça s'applique aussi à l'échange de services touristiques et particulièrement l'hébergement touristique. Et ça se fait généralement contre rémunération, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un échange ou d'un troc. Et bien sûr, c'est facilité par les plateformes en ligne. Il y a Airbnb qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Il y a VRBO, il y a HomeAway et d'autres. Et donc, la définition de l'hébergement collaboratif qu'on vous présente, c'est celle de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, c'est une définition qui est assez reconnue là, mondialement. Donc maintenant, un portrait de l'hébergement touristique. Sur le territoire de la ville, on compte environ 300 établissements d'hébergement, toutes catégories confondues, pour près de 12 000 unités de location. Et plus de la moitié de celles-ci sont localisées dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Pour des raisons évidentes, c'est dans ce secteur-là qu'on retrouve la majorité des attraits touristiques. Donc, les tableaux ici montrent le nombre d'établissements touristiques. Le premier tableau, c'est les établissements hôteliers, les hôtels. Donc, au total, dans la ville, il y en a 131 et donc 76 dans le centre-ville, dans le Vieux-Québec. Donc, centre-ville, ça inclut aussi la colline parlementaire, le quartier Saint-Roch et la moitié des chambres, donc près de 5 000 dans les quartiers centraux pour un total de 9 600 à la ville. Pour ce qui est des résidences de tourisme, donc ici, on vous présente les données sur les résidences de tourisme officielles qui ont une attestation de classification. Donc, il y en a relativement peu, 74 sur l'ensemble du territoire, 60 dans les quartiers centraux, pour un peu plus de 200 chambres. Donc, bien sûr, ça ne compte pas toutes les offres qui peuvent se faire de manière illégale sur les différentes plateformes. Donc, la carte ici présente la répartition des établissements hôteliers, donc les hôtels, les motels aussi sur le territoire de la ville. Chaque point représente un établissement. Ce que ça permet de voir, c'est qu'en fait, il y a 2 ou 3 concentrations sur le territoire de la ville. La première dans les quartiers centraux, Saint-Roch, la Colline et le Vieux-Québec. Un autre pôle dans le secteur Sainte-Foy, à la tête des ponts. On en retrouve aussi un peu dans le Bourgneuf, autour de l'aéroport et finalement le long du boulevard Sainte-Anne à Beauport. Maintenant, pour ce qui est de l'hébergement collaboratif, c'est un phénomène qui est observé à la grandeur de la ville, dans les milieux résidentiels, dans les milieux mixtes. C'est souvent illégal, mais pas toujours. Et c'est important de garder en tête que Airbnb, ça ne veut pas dire de l'hébergement illégal nécessairement. Airbnb, c'est une plateforme et c'est possible d'utiliser cette plateforme-là en étant tout à fait conforme avec les réglementations en place. Mais effectivement, on constate que c'est souvent illégal lorsqu'on compare la quantité d'offres sur Airbnb ou les autres plateformes aux offres légales ou au nombre d'attestations qui sont délivrées. Donc, seulement sur la plateforme Airbnb, en janvier 2018, on a pu dénombrer 2100 offres et près du 2/3 de ces offres offraient le logement en entier. Donc, ce ne sont pas nécessairement toutes louées, mais c'est ce qui était offert, c'est ce qui était disponible pour une location à cette date-là. Donc, la carte ici présente la répartition des offres sur le territoire. Donc, on voit qu'on en retrouve partout, même dans les quartiers plus éloignés, mais il y a évidemment une plus grande concentration là, dans les quartiers centraux de la ville. Maintenant, au niveau de l'évolution des tendances dans le domaine de l'hébergement touristique, on voit que les attentes des consommateurs sont en évolution et ça s'applique à tous les domaines de la consommation. Donc, les touristes sont à la recherche d'une expérience authentique, sur mesure, du comme à la maison. Les technologies de l'information et des télécommunications ont clairement une influence sur la manière de consommer et l'industrie de l'hébergement touristique doit s'adapter comme toutes les autres sphères de la consommation. Et on voit que les plateformes, justement,
justement permettent de répondre à cette nouvelle tendance-là, du moins en partie. On vous invite à aller voir la présentation de Mme France Lessard qui est disponible sur le site web La Ville dans la section hébergement touristique qui fait un portrait beaucoup plus détaillé là, de l'évolution de ces tendances-là et c'est plutôt intéressant. Maintenant, au niveau de la réglementation, donc tout d'abord la réglementation provinciale, donc la loi sur les hébergements touristiques s'applique à quiconque qui va offrir en location de l'hébergement pour des périodes de 31 jours consécutifs ou moins à des touristes sur une base régulière et contre rémunération et dont l'offre est rendue publique. Donc, si toutes ces conditions-là sont remplies, c'est considéré comme de l'hébergement touristique et on doit donc respecter la loi. Et il y a une obligation d'obtenir une attestation de classification qui va être délivrée par un mandataire du ministère. Et donc, c'est ces panneaux avec les étoiles là, qui vont témoigner de la qualité de l'hébergement qui est offert et qui montrent que ces établissements-là sont légaux. Il y a une obligation de percevoir la taxe sur l'hébergement et comme ça a été annoncé à l'automne dernier, il y a une entente entre le gouvernement et Airbnb pour la perception de la taxe par Airbnb. Il y a aussi une obligation de respecter la réglementation municipale, donc il n'y aura pas d'attestation qui sera délivrée s'il n'y a pas un respect de la réglementation municipale, donc notamment du zonage. Finalement, vous mentionnez qu'il y a un projet de loi qui est à l'étude, qui n'est pas encore adopté, mais en fait qui aura pour effet de transférer les pouvoirs d'inspection du ministère du Tourisme vers Revenu Québec. Donc au niveau du gouvernement, et aussi qui va élargir les pouvoirs du ministre de réglementer certains établissements, mais ce n'est pas une loi qui est en vigueur pour le moment. Maintenant, du côté municipal, il y a divers outils réglementaires qui sont utilisés pour encadrer soit la localisation, l'intensité, les conditions d'exercice des établissements d'hébergement touristique. Donc, on a la liste ici. On va focaliser sur les 3 premiers. Donc, le zonage, le contingentement de certains établissements, aussi les usages conditionnels qui permettent d'ajouter des conditions à l'exercice d'un usage. On va parfois aussi utiliser les usages associés dans le cas des bed and breakfast, donc c'est-à-dire on permet d'associer la location d'une chambre à l'usage principal qui est le logement à l'habitation. Et les logements protégés, en fait, ça ne régit pas nécessairement l'hébergement touristique, mais ça a pour effet de protéger les logements dans des secteurs et c'est la transformation d'un logement vers un autre usage, une autre activité est interdite. Donc, pour ce qui est du zonage, sur la carte qu'on voit ici, c'est les zones à l'intérieur desquelles les établissements hôteliers sont autorisés sur le territoire de la ville. Donc, il y a 4-5 grands secteurs. Donc, encore là, les quartiers centraux, Saint-Roch, Vieux-Québec, Colline. À Sainte-Foy, ils sont autorisés aussi, autour de l'aéroport, dans le Bourgneuf et le long du boulevard Sainte-Anne. Donc, lorsqu'on zoome sur les quartiers centraux, donc on voit vraiment là, que les zones sont réparties là, principalement dans Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, un peu dans Saint-Jean-Baptiste et dans Vieux-Québec-Colline. Maintenant, pour les établissements, pour les résidences de touristes, c'est un peu le même portrait, à l'exception qu'on en retrouve. Ils ne sont pas autorisés dans le secteur Le Bourgneuf, mais sinon sont autorisés dans les secteurs centraux, à Sainte-Foy, autour de l'aéroport, le long du boulevard Sainte-Anne. Il y en a un peu aussi dans le secteur de Val-Bélair qui sont autorisés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des établissements qui sont là, mais c'est les endroits où c'est autorisé par la ville. Et encore là, c'est un zoom sur les quartiers centraux. Et j'attire votre attention là, sur les zones qui sont en orangé plus pâle. Donc, c'est dans le Vieux-Québec. C'est les secteurs où c'est autorisé par usage conditionnel. Donc, je vais y revenir plus tard, mais c'est dans ces secteurs-là, il y a des conditions supplémentaires qui s'appliquent, là, qui doivent être respectées pour pouvoir exercer l'usage. Ensuite, il y a les contingentements qui sont appliqués dans le secteur du Vieux-Québec et de ses alentours, donc en Haute-Ville. Un contingentement, en fait, c'est qu'il y a un nombre maximal d'établissements qu'on peut retrouver dans une zone ou dans un groupe de zones. Et lorsque ce quota-là est atteint, il n'y a aucun ajout qui est possible. Et en ce moment, la Ville, tous les quotas sont remplis et c'est impossible d'ajouter un nouvel établissement hôtelier. Donc, on voit sur la carte là, les 7 secteurs de contingentement. Au niveau des résidences de touristes, que je parlais tout à l'heure, les usages conditionnels, donc les 3 critères qui doivent être remplis pour pouvoir exercer l'usage. Donc, il y a un maintien de l'apparence extérieure du bâtiment. Ça doit engendrer aucune contrainte majeure sur le milieu et il doit avoir au rez-de-chaussée un commerce de proximité. Donc, dans la majorité des zones du Vieux-Québec, il y a ces 3 conditions-là supplémentaires qui s'ajoutent et qui doivent être respectées pour pouvoir délivrer une autorisation.
Finalement, en conclusion, simplement, comme j'ai mentionné, c'est un phénomène mondial, l'hébergement collaboratif, et toutes les villes tentent de s'adapter. Il y a différents exemples de façons de s'adapter. On a mis dans le guide du participant des exemples, mais simplement vous mentionner que l'ouverture à l'hébergement collaboratif varie. À Barcelone, New York, c'est plus fermé, tandis qu'à Toronto, Vancouver, Paris, on retrouve une plus grande ouverture. Et dans le fond, la consultation permettra à Québec là, de se positionner sur ce continuum-là. Donc voilà, merci et bon matin. En tout cas, j'allais vous souhaiter bonne soirée. Mais... On perd la notion du temps. Quand on enchaîne les séances de consultation, on est en marathon depuis hier soir. On a débuté hier soir. Alors, merci, M. Armstrong. Alors, je vous explique le déroulement de la séance de ce matin. Donc, les gens qui souhaitaient réserver une plage horaire, se sont inscrits à l'avance. Donc, les personnes qui déposaient un mémoire ont 10 minutes pour le présenter. Les gens qui se sont inscrits pour un commentaire verbal sans mémoire ont 5 minutes. Et les gens qui ne se sont pas inscrits à l'avance, on a prévu une période de temps pour vous. Si vous souhaitez prendre la parole, on a une période d'environ 15 minutes à l'horaire un peu plus tard aujourd'hui, vers 10 heures. Et là, selon le nombre de personnes qui souhaitent prendre la parole, on vous accordera un temps là, de 2 à 3 minutes. Les gens qui voudraient intervenir à cette période-là, je vous invite à aller donner votre nom à mon collègue Daniel Leclerc. On prendra les noms à ce moment-là. Donc, voilà. Également, je vous mentionne que la séance est enregistrée. Donc, c'est pour nous permettre de consigner tous les commentaires, faire le rapport de consultation. Donc, il y aura un rapport qui sera produit, qui sera déposé au comité de travail sur l'hébergement touristique à la ville. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement? Ça va? Donc, je vous mentionne aussi que le rapport de consultation sera versé sur le site Internet, ainsi que tous les mémoires qui sont déposés là, dans le cadre de la présente consultation. Ça sera versé, les mémoires seront versés sur Internet vendredi et le rapport de consultation là, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Alors, parfait. J'invite Monsieur Émile Piché, donc qui est là pour faire un commentaire verbal au nom de la table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch. Bonjour, bienvenue, M. Piché. Donc, vous avez 5 minutes et puis je vous préviendrai quand il vous restera 2 minutes, puis 1 minute. Bienvenue. Merci. Je vais essayer d'aller droit au but par respect aussi pour les gens qui vont me suivre. En fait, on est assez inquiet de l'expansion puis du développement du phénomène de l'hébergement collaboratif dans le quartier Saint-Roch, parce qu'on pense que les premières personnes qui vont en pâtir, c'est les plus vulnérables, les plus exclus, les plus défavorisés. En fait, dans Saint-Roch, il se vit encore beaucoup de pauvreté économique, une pauvreté qui nuit à l'accès au logement et aussi à la réponse à d'autres besoins de base. Et c'est déjà plus cher dans Saint-Roch que dans le reste de la basse-ville pour se loger, avec une différence de 50 à 175 $ de loyer médian ou moyen par mois. Et donc, c'est difficile d'habiter dans le quartier Saint-Roch. Pourtant, il y a un taux d'inoccupation estimé d'environ 5,5 % dans le quartier. Mais les logements entiers qui sont disponibles sur Airbnb constituent environ la moitié de ce taux d'inoccupation-là. Donc, on est à peine à un marché équilibré de l'habitation dans Saint-Roch, si on considère ça. Pour donner peut-être quelques informations que j'ai colligées sur Inside Airbnb, donc en septembre 2017, la majeure partie des annonces dans le quartier Saint-Roch sont pour des logements entiers, donc 150 sur les 192, avec une minorité de chambres privées, donc avec un propriétaire occupant. Ça nous préoccupe parce que c'est des logements qui sont retirés du marché locatif pour des résidents à l'année. Il y a aussi beaucoup de logements qui sont disponibles pour une grande partie de l'année, et donc on parle de 62 % de logements à haute disponibilité. Et les revenus sont assez impressionnants. Lorsqu'on va sur la plateforme AirDNA, on voit certaines propriétés dont les revenus annuels dépassent les 20 000 $ et peuvent se rendre jusqu'à 110 000 $. Et aussi, il y a beaucoup d'offres multiples, donc par des hôtes individuels, qui publient plusieurs offres. C'est environ la moitié. Et donc, on n'est pas dans un modèle de particulier qui loue une chambre ou son appartement lorsqu'il est à l'étranger. On parle plutôt d'un modèle d'affaires qui est basé sur l'hébergement collaboratif. Et donc, nous, ce qui nous inquiète là-dedans, c'est que ça peut amener un déplacement puis une exclusion des populations les plus vulnérables, notamment par une hausse des loyers. Ça a été documenté ailleurs, notamment aux États-Unis. Il y a aussi une tentation de conversion des logements loués à long terme en logements loués à court terme, simplement parce que ça apparaît beaucoup plus rentable pour les propriétaires.
Il y a aussi, ça a été documenté ailleurs aussi, des risques d'éviction, de pression sur des locataires pour libérer leur logement pour faire de l'hébergement collaboratif. Et donc, ça serait de plus en plus difficile de se loger pour une personne dans Saint-Roch. Il y a aussi des problèmes de cohabitation réels ou perçus qui sont liés à un afflux de touristes dans des zones résidentielles, notamment en termes de bruit, de propreté, de sécurité, de non-respect des règlements municipaux en vigueur. Et ça, c'est une préoccupation qu'on a parce qu'on travaille là-dessus. On pense que ça peut nuire aussi à la vie de quartier puis au dynamisme des quartiers, du fait qu'on participe à un quartier, qu'on est résident à l'année, qu'on a un sentiment d'appartenance. 2 minutes. Parfait, je vais avoir fini. Et donc, cette participation civique-là à la vie d'un quartier est liée au fait qu'il y a des gens qui le fréquentent ou qui y résident à l'année. Donc, en retirant des logements, on nuit à ça. Il faut dire aussi qu'il va avoir un impact disproportionné sur le centre-ville. On le voit déjà, la concentration des offres est vraiment dans les quartiers centraux. Et donc, c'est des quartiers où c'est déjà difficile de trouver un logement abordable. Et pour terminer sur les impacts, on pense que ça crée une compétition déloyale avec les établissements hôteliers parce que beaucoup des offres d'hébergement collaboratif évitent la taxation, l'obtention de permis et aussi les normes en termes d'assurance liées à une activité commerciale ou les normes du bâtiment. Et donc, pour terminer avec nos recommandations, on pense qu'il faut fonder nos politiques de développement urbain sur les citoyens d'une ville et non sur les touristes. Et qu'il faut limiter l'expansion et limiter le phénomène par des quotas qui sont contraignants. Donc, des quotas par secteur, en termes de nombre de nuits par an, en termes de nombre d'unités et aussi en termes de nombre d'unités par locataire. Et aussi, il faut renforcer les dispositifs légaux qui vont permettre d'encadrer ce type d'hébergement-là, notamment en obligeant le partage des informations de location à la ville, en imposant des contraintes qui seraient les mêmes que pour une activité commerciale, en exigeant un permis pour publier une offre, en exigeant que la plateforme de location fasse respecter les règles en vigueur et pour terminer, qu'on ait des mesures punitives pour les personnes qui ne respectent pas les règlements. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, M. Bichet. Restez là. J'ai oublié de mentionner, là, selon le temps disponible, il peut y avoir aussi une période d'échange si on a du temps pour des questions, pour approfondir certains points de vue ou pour clarifier des propos. Allez-y, Mme Savard. Une petite question. Oui. On parle beaucoup de logements entiers qui sont loués de forme Airbnb. Est-ce que vous seriez plus ouvert à location de chambres, exemple, dans votre secteur, que d'avoir des logements? Parce que je comprends que c'est vraiment une question de logement et non nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement contre l'hébergement collaboratif, mais c'est peut-être la façon de le faire. En fait, c'est ça, c'est un mode d'hébergement qui a ses avantages. Okay. Par contre, on pense que la formule de chambre respecte plus déjà l'idée de l'économie du partage plutôt que de devenir un modèle d'affaires. Donc, on pense que c'est mieux. Merci. Merci beaucoup, M. Bichet, pour la table de quartier d'engrenage. Donc, votre commentaire sera consigné au rapport de consultation. Merci. Donc, j'invite M. Élie Ded, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce qu'il est présent? Non? Alors, peut-être que M. s'est désisté. On va poursuivre. Est-ce que la prochaine personne est présente? Oui, Mme Alexandrine Cardin-Dubé pour la Société de développement commercial de Saint-Roch. Bienvenue, Mme Cardin-Dubé. Donc, la SDC a déposé un mémoire. Donc, vous aurez 10 minutes pour faire votre présentation. Et puis, je vous avertirai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Ça vous va? Merci. Oui. Je peux vous dire d'emblée, je ne prendrai pas les 10 minutes. C'est très bref ce qu'on a fait. En fait, bonjour, merci de... Non, il n'y a pas de problème, c'était pas un reproche. Merci à la Ville de Québec de nous laisser l'opportunité de dire notre opinion sur le sujet. Donc, la SDC Saint-Roch représente plus de 250 entreprises dans le quartier Saint-Roch. Donc, d'emblée, nous croyons que le quartier Saint-Roch bénéficierait grandement de l'ajout d'hébergements touristiques. Un cadre législatif doit toutefois être mis en place pour encadrer les nouvelles tendances. Donc, voilà. Je vais expliquer plus, là. Mais nous, ce qu'on considère, c'est que l'hébergement touristique a sa place dans le quartier Saint-Roch. On veut avoir plus de touristes dans le quartier. Toutefois, ça doit être encadré de façon intelligente, évidemment, mais un cadre législatif très strict pour éviter l'iniquité fiscale. Nous, c'est vraiment notre position. Donc, considérant le tourisme, le SDC travaille à positionner le quartier Saint-Roch comme un quartier voulant accueillir de nombreux touristes. André pourra
pourra dire que c'est vrai. On a un beau partenariat avec l'OTQ. On cherche vraiment dans nos positions, dans nos plans d'action, dans nos orientations stratégiques à attirer de nombreux touristes dans le quartier. On considère qu'on a une offre exceptionnelle, différente du Vieux-Québec, différente de d'autres quartiers, évidemment. Donc, pour nous, le tourisme est très important. Puis, on considère qu'il y a des nouvelles tendances touristiques maintenant, que le touriste, quand il vient, il veut vivre l'expérience d'un local, il veut venir voir où qu'on mange pour vrai, qu'est-ce qu'on fait pour vrai quand on habite à Québec. Puis nous, on dit qu'à dans Saint-Roch, on a le meilleur des deux mondes parce qu'on a le quartier qui est vraiment la rue Saint-Joseph, qui est très, très animée, qui est très dynamique, mais on a nos faubourgs, donc on a le meilleur des deux mondes. Donc, on considère que c'est un atout qu'on a, mais c'est que ce que le touriste veut découvrir. Donc, on considère que c'est très important de l'avoir, mais c'est aussi important d'avoir les hôtels comme on les connaît. Il y en a qui veulent vivre l'expérience dans le plein centre-ville, qui veulent venir être à côté des bars, qui veulent être en haut d'un bar, qui veulent avoir un service que l'hôtel offre. Et on pense que maintenant, c'est deux tendances qui sont tout aussi importantes les unes des autres, puis on ne doit pas les oublier. Donc, on considère aussi que le tourisme, c'est un moteur économique très important pour Saint-Roch, pour nos commerces, qu'on a besoin de ces touristes-là pour assurer la pérennité de l'artère commerciale. Donc, pour ces raisons, nous sommes d'avis que l'hébergement touristique doit être permis dans le quartier Saint-Roch afin d'attirer plus de touristes et d'augmenter et varier l'offre d'hébergement. Le quartier Saint-Roch a un grand besoin d'hébergement touristique. Toutefois, nous croyons qu'un cadre législatif doit accompagner ce type d'hébergement au même titre que les principaux types d'hébergement. Donc, pour une concurrence et un encadrement, nous considérons que l'offre d'hébergement collaboratif est un complément aux principaux établissements d'hébergement touristique, tels que les hôtels, les gîtes, les résidences de touristes, les quais et cafés. Cependant, ce phénomène doit être encadré afin de ne pas devenir la concurrence déloyale pour ces derniers. Nous croyons que lorsqu'un individu ou une entreprise loue une chambre ou son logement de façon substantielle, cela devient une activité commerciale et devrait payer les taxes commerciales au même titre qu'un gîte, un quai et café, une résidence de tourisme ou tout autre doit le faire, par exemple. Nous croyons que la Ville doit délivrer des permis pour permettre et encadrer l'hébergement touristique de type collaboratif. Ainsi, un numéro de permis devrait être visible dans l'annonce. Sans numéro de permis, une plateforme pourra automatiquement enlever des annonces illégales. Donc, je sais que ça se fait dans d'autres régions. Donc, c'est quelque chose qui est quand même simple à imposer. De plus, considérant que les établissements d'hébergement touristique doivent payer plusieurs taxes et frais, il est normal que l'hébergement collaboratif soit soumis à cette taxation. Ainsi, nous croyons que le gouvernement provincial doit prendre entente avec les plateformes de location pour l'hébergement collaboratif afin que les taxes d'hébergement soient perçues à même la plateforme, comme c'est déjà le cas dans d'autres grandes villes. Donc, voilà, j'irai avec les recommandations, mais c'est un peu ce que je dis depuis le début. Accepter l'hébergement touristique de type collaboratif avec un règlement préétabli et équitable avec les types d'hébergements déjà implantés dans le quartier. Possibilité de créer de nouveaux hébergements touristiques dans le quartier Saint-Roch. Des permis devront être délivrés par la Ville pour permettre l'hébergement collaboratif. Et, comme je disais, l'obligation de publier le permis de l'offre pour assurer un meilleur encadrement. Merci. Merci, Mme Cardin-Dubé. On a du temps pour des questions, si vous en avez. Mme Hamelin, oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir si pour vous, vous voyez la nécessité de faire certaines zones où on permettrait dans Saint-Roch ce type d'hébergement, ou pour vous, ça serait dans l'ensemble du quartier? On n'a pas délimité de zone. OK. Donc, pour vous, il n'y aurait pas de besoin de faire des distinctions, les artères commerciales ou les faubourgs? Non. Ça serait vraiment partout? C'est partout. Par contre, si c'est un hôtel qui vient s'implanter, bien là, oui, on veut que ça soit... On ne voudrait pas un hôtel dans le faubourg où que c'est C10 et 11, c'est là qu'il devrait avoir les grands hébergements touristiques, les grands centres. Mais pour ce qui est d'un appartement, ça peut être dans les faubourgs. Merci. Monsieur Roy, vous avez une question également? Allez-y. Oui. Bonjour Alexandrine, ça va bien? Oui. La question, je vais reprendre celle de ma vice-présidente. Est-ce que la SDC fait une différence entre le locataire occupant et le logement complet? Non. Au début, on le faisait. Quand on a commencé à écrire le mémoire, à regarder. Mais c'est sûr que sur mon conseil d'administration, j'ai des commerces et j'ai des hébergements touristiques, j'ai des hôtels. Et quand on avait commencé à dire, bien, est-ce qu'on fait à combien de jours ça devient du commercial? On ne s'entendait pas. Est-ce que c'est un logement ou une chambre? On ne s'entendait pas. Mais on ne s'entendait pas, c'était des bonnes discussions, là. On n'a pas confondre. Donc, non, on s'est dit, bien, à vous de prendre la décision. Nous, on vient juste émettre notre opinion que oui, on doit l'avoir, mais que ça doit être limité. Puis, on vous fait confiance pour le limiter.
Ah, merci pour cette belle confiance. On voit que c'est un sujet complexe, donc il y aura beaucoup de travail pour les urbanistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Merci beaucoup, Mme Cardin-Dubé. Donc, le mémoire de la SDC Saint-Roch sera versé sur le site Internet de la Ville le vendredi. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, on poursuit. On a un peu d'avance. C'est parfait. Alors, j'invite Mme Marie-Ève Duchesne pour le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue, Mme Duchesne. Bonjour. Donc, le Comité populaire a rédigé et déposé un mémoire. Je vous en remercie. Donc, vous aurez 10 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Parfait. Bon matin à tous et à toutes. Tout d'abord, très rapidement, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, c'est un comité qui travaille à la défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des résidents et résidentes du quartier Saint-Jean-Baptiste depuis plus de 40 ans. Et dans toute l'histoire de notre travail, on s'est intéressé principalement aux enjeux de logement et d'aménagement urbain. Donc, bien sûr, ce matin, nous serons là un peu pour parler de la question du logement et du phénomène Airbnb, puisque c'est quand même la plateforme là, qui est majoritairement utilisée dans cette situation-là. Donc, peut-être juste vous placer un petit peu le portrait de Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est quand même un quartier qui est un quartier majoritairement de locataires, des locataires qui sont un peu plus pauvres que la moyenne de la Ville de Québec et qui paient des logements un peu plus chers que la moyenne de la Ville de Québec, quoique c'est pas mal dans la moyenne. Il y a quand même un phénomène intéressant qu'on voulait mettre, puis c'est un peu là-dessus aussi qu'on a basé notre réflexion, c'est que en 10 ans, on est passé environ de 84 % de locataires à 75 %, principalement à cause de la conversion en condo. Donc déjà, on a vécu dans les 10 dernières années une perte de logements locatifs dans le quartier suite à la conversion en condo là, qui a été vécue dans les 10 dernières années. C'est un peu ça qui base un peu notre présentation ici ce matin. Vous avez un peu plus de données là, dans le mémoire qu'on vous a fourni. Mais on voulait faire avec vous un peu le topo de la situation sur Airbnb dans le quartier, ce que nous, on a observé depuis qu'on s'intéresse au phénomène, donc depuis 2 ans, qu'on travaille quand même la question avec un comité Airbnb, des résidents-résidentes du quartier là, qui ont fait plusieurs actions sur ça. Principalement, le problème pour le comité populaire, c'est la question des logements entiers. Donc ça, pour nous, on n'en démord pas. Et avec le topo que je vous faisais tout à l'heure, c'est vraiment la perte de logements locatifs dans le quartier pour les résidents-résidentes. Des logements qui, souvent, en plus, vont être les plus accessibles. Donc, il devient un peu plus intéressant là, pour les propriétaires de faire un peu plus d'argent avec les logements. Et donc, on trouve les façons pour tasser les locataires et faire du Airbnb à la place. Donc, il y a tout ce phénomène-là aussi. Un phénomène qui est aussi assez exponentiel. Quand on a commencé notre travail, nous, en janvier 2016, là-dessus, on a fait une première compilation là, sur la plateforme des logements entiers disponibles dans le quartier. En avril 2016, on en était à 110. En mai 2017, à 180. Et à l'automne 2017, je crois que c'est octobre, à 264. Donc, le phénomène, puis on le sait, là, que c'est seulement les offres qui ne sont pas nécessairement utilisées, mais quand même, on peut voir que en moyenne, dans le quartier, le nombre de jours où ces logements entiers-là se situent, c'est quand même 153 jours par année, et que 65,3 des logements entiers sont loués quand même 75 jours et plus. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a quand même des préoccupations au niveau de l'accessibilité, de la diminution du parc locatif. Quand la loi a été adoptée par le ministère du Tourisme, dans l'ensemble, on trouvait quand même que cette loi-là répondait à nos préoccupations. Ceci étant dit, on voit bien qu'il n'y a pas de pogne. Donc, on constate. Puis d'ailleurs, en avril 2017, Radio-Canada nous confirmait un peu qu'il y avait eu plusieurs demandes de fait au ministère du Tourisme. En fait, des demandes officielles pour se légaliser étaient du nombre de 141 pour la Ville de Québec. 54 avaient été octroyés. 58 avaient été octroyés, 54 rejetés, puis les autres étaient toujours en attente. Donc, 141
2021, c'est même pas le nombre de logements entiers dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. On parle plus de 1900 quelques à l'automne d'offres de logements là, sur la plateforme Airbnb à Québec. Donc, c'est un peu cette situation-là qu'on vit actuellement. On voit deux conséquences, en fait, assez directes. Ça, j'en ai parlé quand même pas mal, mais sur le parc de logements locatifs. C'est sûr que 264 logements entiers sur une possibilité d'un peu plus de 6300 dans le quartier, ça peut sembler pas beaucoup. Ceci étant dit, on est quand même aussi allé voir un peu à l'international qu'est-ce qui se passe. Et à l'échelle des États-Unis, ce qu'on remarquait, c'est à chaque fois qu'il y avait une augmentation de 10 de l'offre de logements sur Airbnb, sur l'augmentation des loyers, ça équivalait à peu près à 0,42 %. Donc, à long terme... 5 minutes. Parfait. Donc, à long terme, l'arrivée d'Airbnb va avoir aussi des conséquences sur d'autres locataires et sur les logements, sur le prix des logements et toute la spéculation que ça peut amener. Donc, tout ça, ça va avoir des conséquences sur les locataires du quartier. Ça peut avoir aussi des conséquences sur, même allant jusqu'à un changement de population, une transformation du quartier. Donc, tout ça, je pense qu'il faut aussi en tenir en compte dans le phénomène. Je parlais tout à l'heure des reprises de logements qui peuvent être faites. C'est sûr que quand on regarde pour Saint-Jean-Baptiste, le revenu annuel moyen des logements offerts sur Airbnb qui sont loués plus de 75 jours par année, on parle d'environ 21 700 $ par année. Comparativement à, si on fait le calcul pour un 4,5 moyen, on va être à quelque chose comme autour de 9 000 $. Donc, c'est clair que pour des propriétaires, ça devient beaucoup plus intéressant de faire de la location touristique et même de trouver les moyens pour faire en sorte de tasser les locataires qu'on ne voudrait plus. Suite à ça, l'évaluation foncière va aussi tenir compte éventuellement du potentiel de revente et tout ça. Donc, tout ça, on additionne tout ça, même si on ne fait pas d'Airbnb, on va avoir des conséquences sur notre logement et on va avoir des conséquences aussi sur le deuxième pôle qui nous préoccupe, qui est plus le tissu social du quartier. Saint-Jean-Baptiste est un petit quartier que probablement plusieurs de ses résidents-résidentes le qualifieront de village ou de tissé serré. L'esprit communautaire, tout ça, est très important pour plusieurs des résidents-résidentes, en tout cas pour ceux et celles qui s'impliquent dans notre comité. Il y a beaucoup d'insécurité et de préoccupations par rapport à la vie démocratique, à la mobilisation sociale. C'est un quartier qui s'est mobilisé à différentes reprises dans son histoire et tout ça. Donc, c'est sûr que ça vient changer un peu la donne. Puis comment est-ce qu'on peut décider ensemble du quartier qu'on souhaite se donner si on se ramasse avec une majorité de gens qui ne sont là que pour le passage et qui n'auront pas la même vision, la même préoccupation. Le bruit, les va-et-vient, le sentiment d'insécurité, le fait de ne plus connaître ses voisins-voisines, de ne plus pouvoir échanger. Donc, tout ça contribue, selon nous, à une détérioration du tissu du quartier. Je parlais tout à l'heure aussi de changement dans le quartier. Bien, c'est sûr qu'au niveau des commerces de proximité, bien que certains des commerces peuvent autant répondre aux besoins de touristes que de résidents-résidentes, n'empêche que ça peut être plutôt rare que quand on est touriste d'aller à la quincaillerie ou d'envoyer son enfant à l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a quand même aussi des préoccupations au niveau des changements que ça pourrait apporter et donc des fermetures éventuelles là, si on se retrouve avec un bassin beaucoup plus grand de touristes dans le quartier. Il vous reste 2 minutes. Parfait. Je vous épargne, vous les retrouvez dans le mémoire, l'ensemble des actions qui ont été posées par le Comité populaire. Donc, depuis 2 ans, on a quand même été assez actifs et actifs sur la question. Je voudrais quand même attirer votre attention aussi sur le fait, l'année passée, on a déposé une plainte collective. Donc, de par le Comité populaire, on avait ramassé plusieurs plaintes d'hôtellerie illégale. Donc, nous, on a déposé cette plainte collective-là parce qu'actuellement, le seul moyen de contribuer, disons, à ce que le phénomène arrête, c'est de faire des plaintes individuelles.
dans un quartier très petit où on se connaît, c'est pas toujours évident de dire, ben, on va faire une plainte sur mon voisin. T'sais. Donc, il y a tout ça qui est tout ça. Puis ça envoie aussi un message un peu de déresponsabilisation et du politique, dans le sens où la responsabilité revient sur les résidents-résidentes de dire, de spotter qui vient là. Alors, nous, dans les mesures qu'on doit se donner, dans les moyens, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de volonté politique là, d'intervenir. On est très sceptique aussi. Le comité Airbnb tenait à vous souligner... Il vous reste moins d'une minute. Oui. Oh, moins d'une minute. Hébergement collaboratif, on n'aime pas ça pantoute. Là. On dirait qu'on a l'impression ça sort d'où, ça? On sait que ça sort de l'OCDE, là, mais bon, on n'est pas obligé de les écouter nécessairement, eux autres non plus. Et peut-être pour finir, dans le fond, notre position officielle... En fait, concerne les logements entiers, comme je vous disais, pour nous, ça devrait être totalement interdit dans tout ce qui est zoné résidentiel, pour les raisons que je vous évoquais avant, et que pour ce qui est, dans le cas du quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple, la rue Saint-Jean, qui n'est pas un zonage résidentiel, que ce soit limité et encadré, et pas au détriment du contingentement qui existe déjà dans le quartier pour les couettes et cafés. Donc, il y a une particularité quand même là-dessus. Mais donc, ça a été aussi une bataille là, dans le quartier, tout ça. Donc, il faudrait combiner tout ça dans le contingent. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Merci. On a un peu de temps pour les questions. Ça va? Oui, Mme Hamelin, allez-y. Je comprends ce que vous voulez dire par une espèce de sentiment de dénonciation qui peut s'instaurer quand ce sont les... Mais en même temps, j'aimerais peut-être savoir ce que vous auriez comme suggestion, parce que les citoyens deviennent les yeux et les oreilles, évidemment, pour le politique, comme vous appelez. Donc, auriez-vous des suggestions au-delà, justement, des inspecteurs, mais vraiment, vous êtes les premiers à voir ce qui se passe, à nous alerter pour différentes choses. Mais si vous auriez peut-être une suggestion aussi... En même temps, tout ce qu'on a trouvé, on l'a trouvé sur Internet, hein? Donc, c'est un travail d'inspecteur. Quand on a déposé les plaintes collectives, on a pris des photos, on voit par la fenêtre telle bâtisse, on sait que c'est à peu près, on va sur la carte interactive de la ville, OK, le prénom, il fit, donc c'est là. C'est vraiment comme un travail d'inspecteur. Donc, pour nous, mettre les ressources financières et humaines... oui, tu sais, on a vent, mais la majorité des plaintes qu'on a trouvées, ça a été vraiment dans ce type de travail-là qu'on l'a fait. Merci. Merci. Est-ce que c'est tout pour les questions? Merci beaucoup, Mme Duchesne. Donc, le mémoire du Comité populaire sera versé sur le site Internet de la Ville. Merci. J'en profite pour souligner l'arrivée de M. Jean Rousseau, conseiller municipal du district du Cap-aux-Diamants. Bienvenue, M. Rousseau. Alors, on poursuit. En fait, je voulais d'abord vérifier si M. Élie Dédès, qui s'était inscrit, est arrivé. Ah, OK. Donc, il viendrait plutôt cet après-midi. Parfait. Alors, on poursuit avec M. Raymond Poirier pour le conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Donc, c'est un des 4 conseils de quartier là, qui a tenu des ateliers participatifs les 28 février et 1er mars. Bienvenue, M. Poirier. Donc, le conseil de quartier a déposé un mémoire. Donc, vous aurez 10 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Ça va? Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, la démarche du conseil de quartier Vieux-Limoilou s'inscrit dans la suite des ateliers participatifs qui ont été organisés conjointement avec différents conseils de quartier. Donc, l'objectif du mémoire est de faire ressortir d'un côté les éléments qui sont ressortis des échanges riches qu'on a eus dans le contexte de cet atelier-là et parallèlement les réflexions aussi bonifiées par les administrateurs et administratrices du conseil de quartier. Je résume de manière générale peut-être notre position avant d'entrer dans le détail sur les différentes recommandations. Donc, essentiellement, on considère que l'offre d'hébergement touristique de type Airbnb dans le Vieux-Limoilou est actuellement relativement limitée. Et de ce fait, la perception qu'il y a chez les citoyens et citoyennes de manière générale dans le quartier ne semble pas être trop négative. On considère également que des offres actuellement disponibles, il n'existe que peu d'offres présentement en matière d'économie collaborative qui sont jugées comme menaçantes, c'est-à-dire disponibles plus de 90 jours par année, offrant des logements entiers et dont les autres ont plusieurs annonces sur ces types de plateformes-là. On considère également qu'une offre d'hébergement touristique peut contribuer, lorsque bien régulée, à bonifier et enrichir la vitalité des secteurs concernés. Et on considère évidemment que la réalité du Vieux-Limoilou n'est pas celle de d'autres secteurs de la Ville de Québec qui connaissent des défis beaucoup plus importants que les nôtres face à l'hébergement touristique. Donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on recommande à travers ce mémoire, c'est de façon élargie de permettre la location par l'occupant de chambres et de logements à des touristes sur des plateformes de type Airbnb, la location de plusieurs logements
logement par un propriétaire ou une entreprise exclusivement à court terme pourrait aussi être permise sur le territoire du quartier, mais régulée et encadrée de manière à conserver et préserver l'équilibre entre résidents et touristes, tout en permettant le développement d'une offre touristique dans le secteur. Parce que, évidemment, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que présentement, dans le Vieux-Limoilou, l'offre touristique est relativement mince, voire inexistante. Donc, si on veut développer une offre touristique dans le quartier, présentement, bien, nécessairement, c'est à travers d'autres formes d'hébergement que l'hébergement traditionnel. Alors, au niveau des recommandations, on y va notamment, première chose, avec l'idée qu'une offre d'hébergement touristique peut représenter une opportunité pour apporter et enrichir le dynamisme à la vitalité économique du secteur. Donc, ça demeure toujours une préoccupation, notamment des commerçants des artères principales. Alors, on estime qu'il peut avoir des bénéfices de ce côté-là, donc sur certains types de commerces, autant que pour le marché public du quartier également. Dans un deuxième temps, on estime qu'il faut distinguer, évidemment, la notion de location par l'occupant de chambres et ou d'appartements complets et la location d'appartements vides. Alors, pour la location d'une chambre ou d'un appartement complet par le propriétaire occupant, on estime donc que ça ne devrait pas subir de limitations particulières, dans l'idée que c'est une pratique de toute façon qui respecte la base et l'esprit de l'économie du partage, un peu dans la lignée de We Airbnb, mais aussi le Couchsurfing et autres éléments. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps, qui a pris de l'ampleur peut-être avec Airbnb. Mais donc, par le propriétaire occupant, il nous semble pas nécessaire ou pertinent d'y apposer de freins particuliers. Par contre, évidemment, il semble logique pour le conseil de quartier de limiter au propriétaire occupant et non au locataire la possibilité de louer un logement en tout ou en partie, à moins d'entente entre le propriétaire et le locataire. Dans un troisième temps, on estime que la location de plusieurs unités de logement par un propriétaire, lui, devrait être encadrée par une réglementation plus stricte, dans la mesure où, évidemment, là, on surfe entre l'offre hôtelière plus traditionnelle et l'offre d'hébergement touristique. Alors, nécessairement, pour éviter de tomber dans la sphère de l'hébergement hôtelier ou du couette et café, il nous semble qu'il faut apporter certaines limitations, entre autres liées à la mixité de l'occupation des espaces concernés. Alors, on estime qu'on pourrait limiter l'offre taxable, évidemment, en lien avec différents critères. Par exemple, donc l'idée de limiter quant au nombre de logements rendus disponibles pour hébergement touristique versus l'occupation à temps plein. Un pourcentage qui devrait être fixé en fonction A, du nombre de logements disponibles dans l'immeuble concerné et B, du nombre de logements rendus disponibles pour l'hébergement touristique dans le quadrilatère où l'immeuble est concerné. Donc, deux cadres, si on peut dire, d'évaluation pour s'assurer que l'immeuble respecte une mixité adéquate, mais également que le quadrilatère dans lequel il se situe respecte également cette mixité-là. On lance comme pourcentage, à titre d'idée, l'idée d'un 20 % par exemple, donc qui pourrait être adapté selon qu'on tombe un 3 logements, un 12 logements, etc., etc. Et évidemment, on estime que ce pourcentage-là peut être appelé à varier ou à se modifier selon le zonage, dans la mesure où on estime qu'il faut restreindre un peu plus l'usage d'hébergement touristique dans des zones résidentielles. Par contre, dans des zones commerciales, là, il peut avoir quand même un petit peu plus de souplesse. Donc, il peut avoir deux cadres entre, exemple, la 3e avenue, dans notre cas, qui est zonée touristique, et la balance du quartier, qui est zonée résidentielle. Dans un quatrième temps, il importe de préserver l'identité des quartiers et d'éviter de créer des ghettos touristiques afin d'assurer la vitalité des secteurs à l'année. On a bien conscience qu'on a parlé de vitalité économique qui peuvent être amenées par le tourisme, mais cette vitalité-là ne peut pas être considérée comme un outil de remplacement de la vitalité des citoyens et citoyennes, parce que, veut pas, la saison touristique, c'est quand même une période qui est limitée. L'occupation touristique, je pense que c'est 162 logements qui étaient offerts ou chambres sur la plateforme Airbnb quand on a fait nos vérifications. Il reste 5 minutes. Donc, c'est relativement limité. Alors, l'idée, c'est évidemment de s'assurer qu'on maintienne donc cette mixité-là et d'ajuster, s'il y a lieu aussi, les pourcentages ou le cadre au fil du projet pilote de réglementation qui pourrait être instauré. Dans un cinquième temps, on estime que des ressources et de l'accompagnement devront être rendus disponibles pour les propriétaires qui souhaitent offrir de l'hébergement touristique, donc que ce soit à l'image d'un 3-1 ou d'une ressource dédiée à la ville, d'un site web ou autre. Il faudra qu'il y ait de l'information, il faudra qu'il y ait une ressource directe donc pour les propriétaires, de l'information aussi pour permettre aux citoyens, citoyennes, voisins, voisines de ce type d'hébergement de comprendre les réalités, de saisir la réglementation et de connaître aussi les recours qui sont disponibles de leur côté pour signaler des défis qu'ils rencontrent et pour les propriétaires, évidemment, pour pouvoir s'ajuster adéquatement à la réglementation en vigueur. Donc, on rappelle en 6e point que l'offre ne devrait pas être limitée à une zone particulière du quartier, mais ce qui est ressorti clairement des échanges qu'on a eus, c'est l'idée que pour l'instant, comme il n'y a pas vraiment d'offre touristique notée, donc on peut l'ouvrir à l'intégrité du quartier, il ne semble pas avoir de défi présentement.
Dans un septième temps, on estime qu'il faut actuellement donner un statut clair quant à l'hébergement touristique, un statut également qui devrait être validé et revisé. Donc, on estime que le règlement qui va être proposé à la sortie, dans le fond, de ces échanges devrait mener sur un projet de règlement pilote qui devrait être révisé après au maximum 3 ans et que par la suite, il y a également des mécanismes de révision qui sont intégrés dans le dit règlement pour pouvoir réajuster. Donc, l'idée, c'est de s'assurer justement qu'il n'y a pas de dérives qui sont observées, qu'il n'y a pas d'écueils qui sont rencontrés en cours de route et que dans les quartiers où l'hébergement touristique, pour l'instant, est limité, en termes de nature citoyenne, dans le fond, où les propositions ne sont pas nombreuses actuellement, qu'on se retrouve pas non plus avec des situations problématiques comme il y a été observé lors des consultations dans d'autres secteurs de la ville. On pense évidemment à Vieux-Québec, à Blanc, ou encore, on l'entend, dans Saint-Jean-Baptiste. Alors, donc, en résumé, de manière générale, donc, les citoyens et citoyennes du Vieux-Limoilou voient d'un œil positif le développement d'une offre d'hébergement touristique pour le secteur. Ils estiment que si cette offre est bien encadrée, dans le contexte d'une réglementation souple qui respecte l'esprit de ce type de plateforme, autant qu'assure une réelle mixité dans le quartier, alors cette offre peut devenir une force quant à la vitalité économique du quartier. L'important est ainsi d'éviter les dérives possibles, d'offrir un statut clair et légal lié à ce type d'offre, dans le contexte d'une réglementation à l'esprit d'un projet pilote qui devra être réévalué dans un horizon d'un maximum de 3 ans. Merci, M. Poirier. Merci. Donc, il nous reste du temps pour les questions, s'il y en a. C'est clair? Ça va? Merci beaucoup. Donc, le mémoire du Conseil des quartiers du Vieux-Limoilou sera versé sur le site Internet de la Ville vendredi. Merci. Merci pour votre contribution. Donc, on est arrivé à la période d'échange, de présentation des opinions pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites au préalable. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Je ne sais pas si vous avez donné des noms à mon collègue Daniel Leclerc. Sinon, je vous invite tout simplement à venir au micro, les gens qui souhaitent s'exprimer. Ah, on a des noms déjà. Alors, dites votre nom. Combien de personnes on a environ pour que je sache combien de temps on accorde? Daniel, combien de personnes on a environ? Ah, parfait. Donc, vous pouvez prendre 3 minutes pour donner votre point de vue. Allez-y, votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, je m'appelle Erwan Franchet. Moi, je viens vous voir ce matin avec 2 casquettes. Ma première casquette, c'est je suis directeur de l'hôtel Le Priori dans le Vieux-Port de Québec. Et je suis également résident du Vieux-Québec depuis mon arrivée au Québec il y a 6 ans. Donc moi, quand je repense à ce sujet, j'ai 3 mots-clés qui me reviennent en tête. C'est l'équité, la sécurité et la vitalité. L'équité, je pense que beaucoup de personnes en ont parlé. Je crois que c'est important qu'on soit tous égaux devant la loi. Donc on parle des obligations légales qu'on a quand on exploite un établissement hôtelier. Donc que ça soit en termes de taxation ou en termes d'obligations légales, de permis, de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près presque 5000 chambres au haut de la saison là, qui sont exploitées de manière illégale sur la plateforme Airbnb à Québec. Donc c'est près de 30% finalement de l'offre qu'on a à Québec. Donc ça veut dire qu'on se prive, les 3 paliers de gouvernement se privent de 30% de recettes fiscales pendant la saison touristique. Donc ça fait quand même, je pense, beaucoup d'argent pour bonifier les budgets des différents gouvernements. La sécurité, vous le savez, on a eu un incendie à l'hôtel Le Priori en décembre. On avait 42 personnes à l'hôtel cette nuit-là. J'avais un employé sur place. On a eu une super intervention là, des services de la ville, des pompiers, qui nous ont dit que c'était minuit moins 1, là, si je puis dire, pour la gestion de l'incendie. Si on n'avait pas eu de système d'alarme relié à la centrale qui a appelé les pompiers, on aurait eu sûrement une sortie de crise beaucoup plus malheureuse que celle qu'on a eue. On aurait eu aussi un risque de contagion de notre incendie à nos voisins. On a des résidents à notre gauche, on a une galerie d'art avec la propriétaire qui habite au-dessus à notre droite. Donc je crois que c'est important aussi de ne pas oublier ce facteur-là, c'est de garantir la sécurité des citoyens et donc de s'assurer que quand on fait de l'hébergement, on respecte des règles de sécurité aussi pour être sûr que les personnes qui sont dans notre logement ne se mettent pas en danger et ne mettent pas en danger aussi leurs voisins. Enfin, mon autre point, c'est la vitalité. Beaucoup de personnes l'ont souligné aussi. On a un des plus beaux quartiers, le Vieux-Québec d'Amérique du Nord. C'est vraiment magnifique. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est vraiment à faire dans sa vie. Il vous reste 1 minute. Parfait. Aujourd'hui, la qualité de vie des concitoyens, des personnes qui habitent dans le Vieux-Québec est menacée par ce phénomène-là. Vous avez lu sûrement ce qui se passe à Barcelone. On a des exemples qui arrivent aussi à Québec. Il faut savoir aussi que les syndicats de copropriété n'ont pas le pouvoir d'arrêter
un propriétaire qui fait du Airbnb, et ça peut porter atteinte vraiment à la qualité de vie des citoyens. Donc je pense que c'est vraiment important de penser à l'équité, à la sécurité et à la vitalité de notre quartier. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est M. Erwan Franchet, c'est ça? C'est ça. Et c'est l'hôtel Le Priori? Le Priori, ouais. Priori dans le Vieux-Québec? C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Merci beaucoup. Donc, votre commentaire sera consigné au rapport de consultation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole pour la période des personnes non inscrites? Allez-y, madame. Bonjour. Vous nous direz votre nom et puis vous aurez un temps de parole de 3 minutes. Bonjour. Donc, bonjour, je m'appelle Caroline Deschaines, puis je me représente en tant que citoyenne du quartier Saint-Sauveur, mais qui a un gros sentiment d'appartenance au quartier Saint-Roch, puisque j'y travaille dans un organisme communautaire. Donc, j'ai pas de statistiques ou de chiffres là, pour démontrer dans mon texte, parce que j'ai écrit ça hier soir, avant de me coucher. Au début, je pensais à faire un poème ou un slam pour faire ça un peu différent. Donc, j'y vais. Donc, premièrement, je suis pour l'économie de partage, mais je suis contre Airbnb à grande échelle. Je suis pour la Je suis pour la revalorisation d'un quartier, mais je suis contre l'embourgeoisement. Je suis pour la construction de logements abordables. Je suis contre la construction de nouvelles tours à condos locatifs de type Airbnb. Je suis pour la présence de tourisme à Saint-Roch, mais je suis pour aussi la présence de citoyens dans Saint-Roch. Je suis pour le développement économique, mais surtout pour le développement social. Je suis aussi pour une belle dynamique de quartier, pour une cohabitation harmonieuse et pour la cohésion sociale. Et je crois fermement qu'il faut réglementer l'hébergement collaboratif pour ne pas dénaturer le quartier Saint-Roch ou affecter le tissu social. Ce qui m'inquiète le plus, c'est d'utiliser des espaces vacants dans le quartier Saint-Roch pour construire des tours qui seraient pour de l'hébergement collaboratif simplement. Donc, quand on pense au quartier Saint-Roch, là, j'ai l'impression que on peut des fois aller à l'encontre des besoins criants du quartier. Donc, quand on pense qu'il y a beaucoup de présence d'îlots de chaleur dans le quartier qui affaiblissent les conditions de vie, qu'il y a beaucoup d'insécurité alimentaire et de précarité économique due à un manque de commerce de proximité, je me dis, pourquoi pas utiliser les espaces vacants pour construire des espaces verts qui pourraient aider à contrer ces îlots de chaleur-là et améliorer les conditions de vie? Pourquoi ne pas utiliser les espaces vacants aussi pour construire des logements abordables pour accueillir les familles? Parce qu'on dit souvent, il n'y a pas beaucoup de familles à Saint-Roch, on dirait, donc qu'est-ce qu'on préfère? Voilà, ce sont des questions... Il vous reste 1 minute. Parfait. Ce sont des questions, je pense, qu'on va devoir se poser sérieusement en tant que quartier, en tant que ville, en tant que citoyen, en tant qu'élu. Puis, je pense aussi que c'est un beau travail que vous faites là, de consulter les commerces, les citoyens et tout ça. Donc, et aussi la question que je me poserais, c'est est-ce qu'on veut que les gens soient de passage dans le quartier Saint-Roch ou est-ce qu'on veut que les gens y résident avec fierté? Donc, une question peut-être qu'on peut se poser. Voilà. Merci beaucoup, Mme Deschaines. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ah, Mme Savard, allez-y. Peut-être pas une question, mais peut-être plus... je vais donner mon opinion. En fait, quand vous parlez d'immeubles à condos de style Airbnb, je pense qu'il ne faut pas en avoir partout. Par contre, de pouvoir avoir des buildings comme ça, un nouveau building qui se construit, où c'est clair pour tout le monde que ceux qui achètent les condos, que les voisins vont faire du Airbnb, ça peut régler aussi de certaines situations parce que, justement, si on met un espace où tout est clair pour tout le monde, autant pour les locataires que pour les gens du milieu, mais ça peut peut-être être plus une façon aussi d'empêcher le Airbnb ailleurs. Moi, je le vois un peu comme ça, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire partout. Par contre, est-ce que c'est peut-être... Moi, je pense que ça peut être une façon de mieux contrôler et surtout pour le vivre ensemble là, dans l'immeuble, là, de justement être clair dès le départ lorsqu'on achète un condo puis on se fait dire, le condo, il va avoir une possibilité de le faire du Airbnb, puis tout le monde qui achète sait qu'il va avoir du Airbnb, peut avoir du Airbnb dans le building. Je pense que ça, déjà, ça peut enlever beaucoup d'héritage. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la solution partout. Oui, je suis un peu inquiète pour, mettons, une tour, une grande tour. Je pense pas qu'on soit rendu autour, là. Mais c'est sûr que si c'est réglementé, puis tout le monde est au courant, puis la transparence, je pense que c'est déjà un pas, là, par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mme Deschaines. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole durant la période des personnes non inscrites au préalable? Oui, allez-y, venez, monsieur. Vous pouvez vous asseoir, nous dire votre nom et nous dire en quoi vous sentez concerné par le sujet. Puis vous avez 3 minutes. Allez-y. Merci.
Mon nom, c'est René Martin. J'ai un édifice dans le Vieux-Québec, derrière la cour de la fabrique, rue Garneau puis Sainte-Famille. C'est un édifice que j'ai rénové complètement. C'est des 1,5, des 2,5, des 3,5 qu'il y a là-dedans. D'après ce qu'on entend, tout ça, ma mère veut ramener des familles dans le Vieux-Québec. Puis je m'excuse, j'ai pas de stationnement, j'ai pas de cour intérieure, j'ai aucun accès à part les autobus qui sont là. Pour la location, c'est très, 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 très difficile. Fait que j'ai un petit peu d'étudiants à l'université à côté. Mais à part ça, là, je vous dis que c'est dur à louer ces appartements-là, même s'ils sont complètement rénovés. Fait que je me dis que Airbnb, ça serait peut-être une solution pour garder des gens en ville ou emmener des touristes. Il n'y a pas grand-chose à faire à part de touristes dans ce coin-là. Donc, vous êtes en faveur de ce type d'hébergement-là et vous souhaitez que ça soit permis, c'est ça? Un édifice comme le mien, c'est des 1,5, des 2,5, des 3,5. Il n'y a pas de place à ramener des familles là-dedans. Puis la location de ça, c'est très difficile. Parfait. C'est sur la rue Garneau, c'est ça que vous avez dit, oui? Garneau, c'est une famille. Parfait. Okay, merci. C'est noté, M. Martin. Merci. Attendez, M. Roy a une question. Allez-y. Oui, on a du temps. Allez-y. Vous êtes en accord, donc, avec la location. Est-ce que vous en faites dans le moment? J'en ai fait au début. J'ai eu une lettre comme de quoi je devais arrêter. Puis je me suis satisfait conforme aux lois. Bravo. Puis, le temps que je l'ai fait, c'était génial. Les commentaires que j'ai eus là-dessus, c'était... Les gens, ils m'ont tous répondu. Je suis rendu super haute, 5 étoiles. Les gens formidables à pied de tout. Ils sortent à côté de l'Hôtel de la Ville, au côté de rue Saint-Jean, côté de la fabrique. C'est le site idéal. Puis, qu'est-ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que si je regarde la localisation de mon immeuble, il y a comme une coche. Je suis au coin carrément de Garneau et Sainte-Famille, puis une coche qui enlève mon immeuble complètement là-dessus. Puis l'autre, s'il n'y avait pas ce coche-là, j'étais correct. C'était pour le faire, mais là, je suis... Une petite partie qui n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. Là. Vous n'êtes pas dans le bon zonage, c'est ça que vous dites? Ils ont coupé mon édifice dans le zonage. OK. C'est la faute à Alexandre. Quand il y a des coches, c'est ça. Ah ouais. Puis c'est drôle, c'est juste mon édifice qui est là. Puis sinon, le zonage aurait été correct et arrêté le même que la côte de fabrique. Monsieur, bonne chance. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? On a encore un peu de temps pour la période des personnes non inscrites au préalable. Est-ce que ça va? Donc, on pourra y revenir peut-être à la fin de la séance. Donc, on poursuit à ce moment-là avec les personnes qui s'étaient inscrites. Donc, on a M. Jonathan Carmichael et Mme Nicole Dionne pour le bail. Bienvenue. Bonjour. Donc, c'est le Bureau d'animation et information logement. Donc, vous avez déposé un mémoire. Donc, vous aurez 10 minutes pour le présenter. Puis, je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Bienvenue. Alors, merci, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, le BAI, le Bureau d'animation et information logement, c'est un groupe de défense des droits des locataires sur le territoire de Québec depuis maintenant 1970 qu'on intervient sur le territoire. Les dossiers sur lesquels on travaille davantage, les dossiers de lutte et les mobilisations tournent autour essentiellement de la question du contrôle des loyers, de la question, bien sûr, de l'insalubrité ou de la salubrité des logements, mais aussi, ce qui nous préoccupe particulièrement aujourd'hui, toute la question de la protection du parc locatif. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que nous avons travaillé la rédaction de ce mémoire. On voulait vous soumettre que la situation des plateformes telles que Airbnb, pour confirmer sa notoriété, a un impact majeur. Ce qu'on constate, parce qu'on a aussi quelques milliers de demandes de locataires annuellement, donc on est un peu quand même ce qui se passe sur le terrain au niveau des locataires. Ce qui nous est soumis, c'est toute la question de la perte de logement locatif, la pression à la hausse sur le coût des loyers, la menace au droit au maintien dans les lieux, l'accroissement de la gentrification dans certains secteurs, la problématique de la qualité de logement, la perte du droit à la jouissance paisible des lieux et, bien sûr, on l'a nommé aussi plus tôt, la détérioration des milieux de vie. Donc, c'est dans cet esprit qu'on veut soumettre à la Ville nos craintes quant au déploiement davantage de la question du Airbnb et on va appeler la Ville à être très rigoureuse dans ses mesures de contraindement par rapport à cette plateforme-là. Je laisse la parole à mon collègue. Bonjour. Donc, peut-être... on va regarder ensemble peut-être un peu le portrait. Là, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais peut-être j'ai regardé récemment les chiffres, le plus récent rapport là, de RDNA, donc j'ai peut-être quelques éléments là, particuliers à amener. Donc, quelques constats. Il y a clairement là, une explosion des annonces sur le site Airbnb. On parle d'une augmentation.
janvier 2018 versus janvier 2017, 39 de plus d'annonces actives sur le site Airbnb. On l'a déjà vu, 2 tiers de ces annonces-là, c'est des logements entiers. Donc, en janvier 2018, il y avait 1451 logements entiers offerts en location sur Airbnb. Là, l'augmentation est encore plus importante. On parle d'une augmentation de 51 donc, par rapport à 2017. Si on regarde juste, encore là, la question des nuitées, là, le nombre de réservations dans l'année, le marché aussi, les revenus engrangés par les propriétaires, les autres sur Airbnb. Donc, on parle encore là d'augmentation 80-90 par rapport à l'année dernière. C'est les quartiers centraux, bien sûr, qui sont particulièrement touchés. 2 tiers des annonces dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. 71 des logements entiers offerts à Québec sont dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Si on concentre notre regard là, sur les quartiers centraux, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou, Montcalm, c'est quand même une portion assez importante du parc de logements privés qui est offert sur Airbnb. On parle de 2,2 des logements, avec une pointe dans le Vieux-Québec à 4,6 des logements du secteur qui sont offerts sur Airbnb. Mais même dans des quartiers historiquement populaires et pas nécessairement touristiques comme le Vieux-Limoilou ou Saint-Sauveur, on parle quand même de taux de 1,5-1,4 donc ça reste quand même des taux assez élevés là, de logements qui sont offerts sur Airbnb. Des taux d'occupation élevés aussi, donc la plupart des gens qui louent leur logement entier sur Airbnb le font de façon très, très régulière. Donc, la moitié, selon les données là, encore là, sur le site qu'on a colligé sur AirDNA, la moitié des logements entiers offerts sur Airbnb dans les quartiers centraux, ils ont été loués 100 jours et plus dans la dernière année. Ceux qui le font de manière sporadique, là, mettons, nous, on a mis la ligne à 15 jours, 15 nuits par année. On parle d'une exception, là, c'est autour de 12 des autres qui vont louer moins de 15 jours et moins leur logement entier dans les quartiers centraux. Je ne m'embarquerai pas de tous les chiffres. Là. Puis c'est une activité qui est extrêmement payante, bien sûr, pour les autres. Le parc locatif, les logements locatifs ne peuvent pas suivre le comparatif. Quand on regarde le revenu médian qui est engrangé par les autres actifs sur Airbnb, ben, on tombe dans des revenus qui sont facilement plus que le double du loyer moyen dans le secteur, dans la ville de Québec, là, selon les données de la SCHL. Donc, puis si on regarde là ceux qui sont très, très actifs, donc nous, on a mis les logements donc, qui sont les autres qui louent 76 jours et plus, on les considère comme très actifs. Dans les quartiers centraux, en moyenne, ces autres-là vont engranger des revenus annuels de 26 000 donc plus de 2 000 par mois. Donc, il vous reste 5 minutes. Je repasse. OK. Rapidement, on voulait quand même vous soumettre ce que les locataires nous demandent comme information quand ils contactent notre groupe. Ce qui nous soulève rapidement, c'est toute la question de la pression qu'ils subissent pour quitter leur logement. Donc, il y a de nombreux locataires qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils ont subi de la pression, que le propriétaire a fait des évictions illégales, que le propriétaire a fait des menaces, que les locataires ont reçu des augmentations. Encore d'ailleurs, cette semaine, une dame qui a reçu une augmentation de plus de 200 $. Ou c'était ça, ou elle quittait son logement parce que le propriétaire voulait avoir des revenus beaucoup plus intéressants. Donc, c'est toute la question de la pression que les locataires subissent par des moyens détournés. Et donc, ça fait évidemment une pression sur les locataires et une pression sur le marché locatif. Et même quand les propriétaires utilisent des moyens légaux, ce qu'on appelle dans notre langage juridique des reprises de possession, même dans ces cas-là, l'impact reste le même chez les locataires. Les locataires sont évincés de leur logement. Souvent, quand ce sont des locataires qui sont là depuis de nombreuses années, les loyers sont généralement un peu moins chers et là, les propriétaires, par l'appât du gain, veulent libérer ces logements-là. Donc, on parle, mon collègue le mentionnait aussi, ce sont vraiment des logements entiers qui sont remis en location. Donc, ce sont des ménages locataires qui perdent leur logement et c'est extrêmement difficile de retrouver dans le quartier des logements comparables.
l'autre élément aussi, c'est qu'il y a une pression à la hausse sur les coûts de loyer. Quand un propriétaire comprend qu'avec un logement, il peut faire quelques milliers de dollars par mois, alors que les locataires en payent 700 ou 800, évidemment, il y a une pression à la hausse. Je vous parlais de la dame cette semaine qui a eu des augmentations de loyer. C'était pour taper un peu ce que pourrait récupérer le propriétaire sous la forme de location de type Airbnb. L'autre élément aussi, on parlait toujours des logements entiers qui disparaissent du marché locatif. Je vous rappelle qu'à Québec, au début des années 2000, on a vécu une crise du logement extrêmement sérieuse et nous en subissons encore les contre-coups. On est très préoccupé par la perte de logements, particulièrement dans les quartiers centraux, qui se font de plus en plus rares, qui sont de plus en plus inaccessibles pour les ménages locataires. Donc, notre préoccupation, c'est la protection de ces unités-là dans les quartiers centraux, particulièrement les grandes unités. Et il y a tout l'impact aussi que d'autres ont présenté plus tôt tout à l'heure. C'est toute la question du tissu social du quartier aussi. Les locataires nous appellent pour nous dire qu'il y a des va-et-vient constamment dans leur immeuble, que ce ne sont pas des locataires réguliers, qui se sentent en insécurité. Et il y a toute la question aussi de l'entretien et des assurances, des protections des locataires résidant dans ces immeubles-là. Et je vous passerai la question des punaises de lit qui ne sont absolument pas contrôlées à Québec et qui sont un phénomène grandissant. Et c'est extrêmement préoccupant. Donc, ces voyageurs-là qui se déplacent d'un espace à l'autre, il n'y a pas toujours de mesures de sécurité. Les propriétaires ont de plus en plus de difficultés à contrer ce phénomène-là dans les immeubles locatifs. Donc, ce sont les résidents réguliers qui en subissent les contre-coups. Parfait, merci. Et je vais conclure en présentant les revendications du bail. Donc, pour nous autres, là, c'est nécessaire, il faut mettre en place des balises claires puis des mesures de contrôle qui vont faire en sorte de diminuer fortement l'hébergement de type Airbnb à Québec. Donc, premièrement, ce qu'on veut, c'est qu'il faudrait interdire que des logements entiers soient réservés principalement à l'hébergement touristique. On remet aussi en question toute la question du zonage là, C11 là, qui permet des résidences de touristes dans des quartiers densément peuplés, comme les quartiers centraux. On croit que ça n'a pas sa place là, d'avoir de ce type de résidence-là dans nos secteurs. Après ça, on va quand même, on est certaine ouverture à ce qu'on appellerait réellement, nous, de l'hébergement collaboratif. 1 minute. Donc, on est prêt à autoriser que les résidentes puissent louer leur lieu de résidence principale quelques fois par année. Nous, on met la ligne à 15, donc 15 nuits par année. Donc, c'est ça, nous, ça nous semble un compromis correct qui permet un certain revenu d'appoint pour des ménages, puis qui ne met pas en danger le droit au maintien dans le lieu des locataires. On va demander aussi, là, bien sûr, selon nous, c'est à la Ville de faire le travail aussi d'inspection afin de s'assurer du respect de ces règles. Donc, elle augmente les ressources si c'est nécessaire pour que les règles soient respectées. Puis, pour la question aussi des bed and breakfast, les gîtes, les quêtes et cafés, on pense aussi qu'il faudrait aussi qu'il y ait un certain contingentement qui soit mis en place dans les quartiers centraux de Québec. Parfait. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Carmichael. Merci, Mme Dionne. Question? Il y avait une demande de précision, ça va? OK. Avez-vous des questions, M. Roy, Mme Hamelin ou Mme Savard? C'est clair? Merci beaucoup. Donc, le mémoire du bail sera versé sur le site Internet de la Ville vendredi. Merci pour votre contribution. Donc, j'invite la prochaine personne inscrite également pour présenter un mémoire. Bonjour, Mme Nathalie Carpentier. Bienvenue. Bonjour. Donc, vous avez déposé un mémoire. Vous aurez 10 minutes pour le présenter. Et puis, je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Parfait, merci. Vous avez de l'eau aussi, j'ai oublié de le dire, là, mais il y a de l'eau pour les présentateurs. Okay. Donc, bonjour. Dans le cadre de ces consultations, nous avons déposé une lettre d'opinion avec une première partie assez conventionnelle qui tente des propositions pour les enjeux de la Ville. Mais aujourd'hui, je vais axer ma présentation sur la deuxième partie de ce texte qui est beaucoup plus une invitation à créer notre Ville autrement. Dernièrement, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que Paris est unique? Qu'est-ce qui fait que Québec est unique? Qu'est-ce qui fait que Saint-Élie-de-Caxton est unique? De ces 3 villes et villages, j'ose dire, au risque d'en froisser quelques-uns, qu'aucun n'est plus important ni plus grand que les autres. À mon avis, la réalité est que, de par leur essence même, ils sont tout simplement beaux parce qu'uniques et distincts. Je vous le redis, qu'est-ce qui fait que Québec est unique?
Quelle sera la couleur distincte qu'elle déploiera? Qu'allons-nous faire pour innover et nous démarquer sur le plan local et pourquoi pas sur l'échiquier mondial? Notre proposition aujourd'hui, c'est d'innover et ça implique une invitation à penser en dehors de la boîte pour trouver des solutions différentes de ce qui se fait actuellement. Parce que si on en revient au sujet du jour, tout le monde sait ou devrait savoir que l'hébergement collaboratif, c'est un sujet d'avenir incontournable. C'est le tournant que prend actuellement le monde entier. Comme le dit notre spécialiste québécois en la matière, Guillaume Lavoie, l'économie collaborative n'est pas une mode, c'est un phénomène de société réversible. Dans cette optique, nous ne pouvons pas éliminer ce phénomène, ni bâtir des murs pour s'en protéger, puisque ce sont des plateformes virtuelles. Nous ne pourrons pas non plus les contrôler totalement. Nous sommes plutôt invités à surfer sur la vague ou sinon à prendre un bouillon. De notre point de vue, nous croyons que l'une des plus belles façons d'innover dans tout ça serait d'oser tendre la main pour collaborer. Collaborer en créant une alliance entre les hôtes et la ville pour faire en sorte que le séjour chez l'habitant fasse partie de l'expérience unique que les visiteurs auront vécue à Québec. Les visiteurs captent en images les beautés de la ville et ils gardent dans leur cœur le souvenir de l'accueil chaleureux des hôtes qui auront pris soin de créer des liens avec eux. Des visiteurs enchantés pour l'ensemble de leur expérience à Québec sont le meilleur investissement pour le tourisme de demain. En tant qu'hôtes, nous sommes de fiers représentants de la ville parce que nous aimons Québec et que nous sommes heureux de conseiller nos visiteurs sur des coins spéciaux à découvrir et sur nos coups de cœur. Bon, il s'installe peut-être présentement un malaise à l'idée de collaborer avec des hôtes que l'on qualifie d'illégaux. J'y reviendrai plus tard. Et si notre proposition aujourd'hui, notre rêve en tant qu'hôte, c'était d'élaborer un projet d'avenir innovant, créatif et rassembleur, en collaboration avec la Ville, dans le but d'accueillir au cœur de nos maisons cette nouvelle génération de voyageurs qui cherchent à se rapprocher de la population locale. Si notre vision, à l'image de celle de Fred Pellerin, par exemple, c'était de trouver un projet qui mobilise une communauté, d'utiliser les talents et les goûts des gens dans le but de les mettre en valeur, de valoriser l'histoire des gens et leur participation au projet, de contribuer au développement du sentiment d'appartenance qui crée un tissu social tissé serré, comme on dit. Et si, dans le cadre de l'hébergement collaboratif, l'invitation était de revenir à l'essence de ce qu'était Airbnb à ses tout débuts. En voici un rappel de la bouche même de l'un des cofondateurs d'Airbnb, Brian Chesky. Il a notamment confié qu'une de ses plus grandes erreurs au début de la mise sur pied d'Airbnb fut d'adresser son marketing aux gestionnaires de propriétés, donc au niveau commercial, plutôt qu'aux propriétaires directement, le résidentiel. Il fut surpris de tomber sur un autre qui possédait des centaines d'appartements à louer sur la plateforme, alors que l'expérience Airbnb se voulait plus personnelle à la base et aspirait à créer des liens entre les touristes et les locaux. Vous savez, je suis devant vous au nom d'un petit groupe de propriétaires occupants qui louons nos logements et maisons en entier et parfois aussi quelques chambres. Nous résidons en périphérie des quartiers centraux de la ville. Et cette semaine, j'ai rencontré un autre petit groupe d'hôtes Airbnb qui opèrent dans d'autres quartiers de la ville. Et vous savez quoi? Sur la vingtaine d'hôtes côtoyés, je retrouve des valeurs communes que l'on porte et véhicule autour de nous. Valeurs de partage, d'accueil, d'écoute, de disponibilité et d'ouverture à l'autre et sur le monde. Il est très intéressant aussi de constater la diversité des hôtes. Chacun d'eux est unique dans sa façon d'accueillir les touristes. Il y a aussi cette richesse du vécu et des expériences que nous avons en lien avec les touristes. Tout ça, c'est riche en potentiel de développement du tourisme à Québec, mais c'est surtout riche en développement humain. Maintenant, en tant qu'hôtes, nous nous prononçons en faveur d'un cadre légal simple, facilement accessible et inclusif pour le plus grand nombre. Nous croyons qu'avant de légiférer, il faut prendre en considération certains points. Comme par exemple, M. Chesky, nous faisons aussi une distinction claire entre une utilisation commerciale des plateformes et une autre de type résidentiel avec permis s'il y a lieu. Pour le bruit, les stationnements, les déchets, le propriétaire devra s'assurer que ses voyageurs soient avisés des normes municipales en la matière. Il vous reste 5 minutes. Pour l'affichage de nos portes, le nombre d'étoiles données par les touristes est actualisé aussi régulièrement qu'il y a des visiteurs dans l'endroit. Chacun d'eux en fait la mise à jour.
C'est plus représentatif de la réalité qu'une affiche officielle réévaluée plus rarement. Avec Airbnb, la qualité doit être constante en prenant bien soin de chaque visiteur pour que le nombre d'étoiles reste bon, voire excellent. Pour être Superhost, par exemple, la moyenne minimale doit être de 4,5 sur 8 ou 96 %. Et ce titre est réévalué tous les 3 mois. C'est du travail de maintenir ce score. Pour la sécurité maintenant, comment peut-on rassurer le voisinage, les gens du voisinage qui ont peur des étrangers ou qui ont peur de perdre leur sécurité? Mais faire en sorte que les autorités et les médias parlent de ce type d'hébergement de façon positive pour éduquer la population à l'accueil plutôt qu'à la méfiance. Que l'autre informe le voisinage immédiat des activités d'hébergement, qu'il leur parle du système d'attribution des étoiles mis en place par Airbnb, qu'il les informe aussi que chaque visiteur doit, avant de réserver, accepter les conditions et règlements propres au lieu de location et à un bon voisinage, et que cette même feuille de conditions et règlements est laissée dans le logement en guise de rappel. Les autres peuvent aussi témoigner de leur expérience. Comme moi, par exemple, une expérience marquante, c'est lorsqu'une de mes tantes est venue passer quelques jours avec moi au moment où j'accueillais des gens. Avant de repartir, elle m'a dit « Ce temps passé ici m'a permis de me réconcilier avec l'humanité. » Et je me suis dit « Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je fais Airbnb, pour rencontrer l'autre de tous les pays et me confirmer que j'ai eu raison de faire confiance et d'ouvrir ma porte à l'étranger, parce qu'il y a de partout dans le monde du bon monde. » Tout ceci étant dit, nous croyez-vous ouverts à collaborer avec la Ville? Oui, parce que nous considérons que nous sommes des ambassadeurs à petite échelle auprès de ces voyageurs. Nous avons la richesse des expériences que nous vivons avec eux. Mais pour ce faire, nous devrons, de part et d'autre, rétablir un climat de confiance. Comment pourrions-nous collaborer ensemble? Là aussi, nous en appelons à l'innovation. Nous proposons de changer la façon de traiter les autres. Concrètement, nous proposons que la Ville et les médias changent de discours. Au lieu de dire que nous faisons de l'hébergement illégal, on devrait peut-être plutôt dire, comme c'est mentionné sur le site de la Ville, que l'hébergement collaboratif s'exerce actuellement dans un cadre légal inadapté à son existence. Cette petite nuance dans le choix des mots est fondamentale puisqu'elle ouvre sur la possibilité de collaborer entre nous. Nous proposons aussi qu'elle arrête d'inciter à la dénonciation et à donner des amendes, au moins d'ici à ce que le cadre légal soit mis en place. Ces façons de faire affectent directement le tissu social. Nous croyons aussi que le groupe de travail qui a été créé à la Ville, dans ce groupe-là, il vous manque des acteurs principaux, c'est-à-dire les autres. Nous sommes sous-représentés. Il vous reste 2 minutes. Ce faisant, nous croyons que nous parviendrons à rétablir un climat suffisamment confiant pour pouvoir espérer une réelle collaboration entre les différents acteurs de ce dossier. Considérant les enjeux de la Ville, surtout ceux des quartiers centraux, nous sommes conscients qu'il y a des problèmes à régler à ce niveau et certains d'entre eux existaient déjà avant l'avènement Airbnb. Nous sommes d'avis qu'il faut trouver des solutions pour régler la situation et plusieurs ont déjà été suggérés dans cette consultation, mais pendant ou après ça, si nous réussissions à aller plus loin, si nous développions une vision d'avenir. Avant de conclure, un petit rappel d'une autre citation de Guillaume Lavoie. Tu n'inventes pas l'ampoule électrique en améliorant la chandelle. Somme toute, la proposition finale, c'est de trouver des idées ingénieuses à mettre en place afin de tirer parti de ce qu'une plateforme comme Airbnb peut faire pour le développement de l'offre touristique à Québec. Une minute. De l'utiliser comme levier social, économique et environnemental et autres au service de la Ville et de ses habitants. Nous croyons que ce type d'entreprise peut nous aider à élargir encore davantage le projet d'accueil de touristes qui est déjà en place. Et si ce projet se révélait être rassembleur pour la population, imaginez l'ampleur que cela pourrait prendre au niveau humain, au niveau du tissu social, du sentiment d'appartenance et bien sûr aussi au niveau économique. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Alors, et puis je précise que votre mémoire est déposée, donc en votre nom et aussi de Mme Monia Girard, c'est ça? On avait un autre nom inscrit dans le mémoire, c'est bien ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On a du temps un peu. Oui, allez-y, M. Roy. Bonjour, Mme Carpentier, merci de votre mémoire. Vous rassurez, nous avons un locataire Airbnb autour de la table sur notre comité. Oui, mais on ne sait pas trop c'est qui. C'est un super host. C'est public, hein? On peut dire son nom. C'est M. Roland Duchesne. Oui, Roland Duchesne, oui, je le sais, mais c'est ça. J'ai pris des informations auprès d'Airbnb, puis ils ne le connaissent pas. Donc, je ne sais pas c'est qui. Mais j'aimerais ça le rencontrer. Ça doit être un super host discret.
Oui, j'aimerais ça le rencontrer. J'ai une question pour vous, on l'a déjà posée, puis Oui. je pense que c'est important de bien Oui. comprendre votre position. Vous me dites, bon, vous en faites, vous êtes d'accord sur le logement entier et le locataire occupant. Ouais, donc, moi, c'est ça que je comprends. Ouais, moi, je suis propriétaire occupant, donc Mais j'habite les sur logements place. entiers? Logement entier, ben j'ai des amis qui ont des duplex, donc ils occupent le rez-de-chaussée. Ils ont essayé de relouer leur logement, puis ça n'a pas fonctionné, fait qu'ils l'ont transformé en Airbnb. Donc, ils occupent l'espace. OK, ils sont quand même présents. Oui, ils sont très présents. C'est quoi votre position, une tour à condo là, de 50 logements, et que là, le voisin décide que lui, il met ça en location Airbnb? Ben moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ben, 50 logements en N'importe Airbnb? quoi. Non, je dis n'importe quoi. S'il y en a un qui décide de le faire, de louer son logement... C'est un propriétaire, mais qui décide que lui, il loue son logement, son appartement, son condo, parce que, bon, il décide qu'il va faire plus d'argent que ça, puis etc. Puis vous voulez dire qu'il ne serait pas présent sur place, exact. c'est ça? OK. Donc, le logement en entier avec le locataire Ben là, qui n'est pas présent. C'est un condo. Je suppose qu'ils doivent avoir un conseil de condo, je ne sais pas, là. Oui. Mais il y en a qui font fi de ça, là. Tu sais, bon, je comprends votre position, vous en faites. Moi, je parle plus en lien avec des propriétaires occupants puis des propriétaires de petits blocs. Je ne suis pas très au courant des autres affaires parce que moi, mais même de petits blocs, un triplex, un propriétaire de triplex qui décide qu'au lieu de faire de la location au mois, à l'année, il décide de faire du Airbnb, mais qui n'est pas là présent, donc qui loue les logements en entier puis qui est absent. Êtes-vous en accord avec ça? Bien, si c'est bien fait. Parce comment est-ce que c'est bien fait? C'est parce qu'il y a moyen... Tu sais, quand je loue mon appartement, il faut que j'aille ailleurs, là, chez mon conjoint. Donc, je vais là, j'accueille les gens. Quand je reçois les textos pour réserver, ils savent toutes les informations, ils savent tout qu'il y a un locataire en haut, il y a un locataire... Bien, mon copropriétaire est en haut, on a un locataire au sol, donc il faut qu'ils fassent attention au bruit. Je leur écris tout ça. Donc, ils savent tout ça avant d'arriver. Je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Non, mais je veux dire, c'est juste la façon. Si c'est impersonnel, c'est plus facile de briser ou de faire du bruit ou quoi que ce soit. Mais quand on a un contact avec les gens, moi, j'ai jamais eu de problème. Le pire que j'ai eu chez moi, c'est une coupe de vin cassée. Mais ça, c'est un accident, là, tu sais. Mais c'est parce que je rencontre les gens. Oui, je comprends. Puis comme je vous dis, je suis conscient que votre bonne volonté doit être là. Puis elle est peut-être différente pour certains locataires. Nous, on a entendu lors des consultations d'hier des gens là, presque en larmes d'avoir des voisins qui font ce genre de location-là, qui ne dorment plus la nuit, qui sont importunés et qui vivent toutes sortes de désagréments. Est-ce qu'ils avisent le locataire? Qui voulez-vous qu'ils avisent? Non, mais ils ne peuvent pas appeler celui à qui appartient le logement pour lui dire? Ils le font, c'est ça. OK. Bien là, je ne sais pas, moi, comment régler leurs problèmes. Oui, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que le problème est complexe. On veut trouver les meilleures solutions, mais on veut respecter tout le monde là-dedans, autant les gens qui louent, mais aussi les gens qui ne louent pas puis qui n'ont pas à subir les contre-coups de gens qui font des choses. Alors, je pense que c'est important là, que vous soyez consciente de ça. C'est pas, je ne dis pas que vous ne le faites pas, vous faites probablement très bien ce que vous faites, mais il y a peut-être des gens qui ont moins de la volonté de respecter les voisins, et ces voisins-là, bien, malheureusement, ils vivent des désagréments qui ne sont pas agréables. Il faut se mettre à leur place aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Carpentier? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci pour votre mémoire. Il sera déposé sur le site Internet de la Ville. C'est très apprécié, donc, votre contribution. Alors, on poursuit avec M. Olivier Donzelot. Est-ce qu'il est présent, M. Donzelot? Oui, bonjour, bienvenue. Donc, vous étiez inscrit pour un commentaire sans mémoire, donc vous aurez 5 minutes pour vous exprimer. Puis, je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 1 minute. Merci, à vous la parole. Donc, je me présente, bonjour, Olivier Donzelot. Alors, je vous invite à approcher le micro comme c'est enregistré. Merci beaucoup. Olivier Donzelot, donc j'ai aussi une double casquette, résident du Vieux-Québec et propriétaire d'un hôtel dans le Vieux-Québec, avenue Sainte-Geneviève. Alors si je réagis aujourd'hui, c'est que malgré les annonces politiques des différentes corporations, nous pensons que l'hébergement illégal continue à gangréner le Vieux-Québec alors que celui-ci est déjà au bord de l'asphyxie en été et ressemble de plus en plus à une ville, à une station balnéaire du Maine avec ses appartements vides et ses rues désertes en hiver. En effet, bientôt 10 ans que l'on nous parle de légiférer très fermement contre les contrevenants, mais les choses ne bougent pas. Assez vite, le phénomène s'amplifie de jour en jour. Certes, de loin en loin, un petit propriétaire malchanceux se fait pincer, mais ce n'est rien en comparaison des centaines d'appartements
qui sont loués quotidiennement sur la plateforme Airbnb. Airbnb, pour ne parler que du plus gros, n'est plus un mirage, ou une vue de l'esprit selon leurs propres chiffres à l'été 2017, c'était 3000 propriétés à la location en ville de Québec, dont la grande majorité hors du cadre légal. Si ce n'est pas assez pour vous démontrer que le phénomène existe, voici mon propre exemple. J'ai vendu mon appartement en 2013 à Paris pour venir m'installer à Québec. Cet appartement, je l'ai retrouvé sur Airbnb. J'ai loué un appartement à Québec, je me suis fait expulser de cet appartement pour que cet appartement soit mis sur Airbnb. J'ai acheté un appartement pour me reloger suite à mon expulsion à Québec. Je l'ai acheté à un avocat du gouvernement qui le vendait parce qu'il faisait de la location sur Airbnb. 4 appartements ont été fermés à 2 numéros de mon hôtel parce qu'ils faisaient de la location sur Airbnb. Quotidiennement, je me bats avec des personnes qui occupent illégalement le parking que je loue derrière mon hôtel parce que ce sont des locataires d'Airbnb sur l'immeuble de derrière. À 4 numéros de ma porte, un propriétaire vient de vendre son condo car il avait été pris dans la main dans le sac de Airbnb. La porte d'en face vient d'être achetée pour faire du Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, c'est la réalité de la rue Sainte-Geneviève, du nord au sud. Selon moi, des opérations coup de poing doivent être lancées afin d'imposer sans délai l'autorité publique à ceux qui rient d'elle. Des règles existent pour préserver notre ville qui, compte tenu de sa taille, de sa configuration, de son attractivité, est déjà au bord de l'asphyxie. Nous ne pouvons laisser ces règles varier au gré des personnes et des projets. L'équité doit prévaloir dans l'application de la loi. Ayant rencontré des enquêteurs de la ville, je suis convaincu qu'ils cherchent à faire appliquer la loi, mais tel Elliot Ness et ses 3 collègues incorruptibles, ils ne sont pas assez nombreux pour enquêter et interpeller les mafieux des temps nouveaux, c'est-à-dire les hébergeurs illégaux. De plus, le cadre juridique dans lequel ils naviguent ne leur permet pas de travailler avec le flagrant délit d'occupation. Il faut qu'il y ait flagrant délit de vente et que inspecteurs assermentés constatent et identifient eux-mêmes une propriété sur Internet, ce que vous l'avouerez est très compliqué. Reprenons mon exemple. N'ayant pas apprécié mon éviction de mauvaise foi de mon appartement et l'ayant trouvé à la location sur Airbnb, alors qu'il était situé dans une zone où l'hébergement de courte durée est interdite, je me suis payé le luxe de le louer 2 nuits, qui m'ont coûté ce que me coûtaient 15 nuits quand j'étais locataire de longue durée. Il vous reste 2 minutes. J'ai fait venir un inspecteur de la ville dans l'appartement, je lui ai fourni mon contrat de location sur Airbnb, la preuve de paiement, des photos ont été prises, mais ceci ne suffit pas pour prouver l'acte d'hébergement illégal. La seule preuve valable dans mon dossier est la constatation par l'enquêteur de la ville de la mise en location sur le site Airbnb. Pour notre part, nous pensons qu'il est temps de donner un coup d'arrêt à ce phénomène et d'obliger le politique à se positionner fermement sur ce dossier. Des solutions existent pour que ce scandale cesse. Rendre obligatoire l'affichage d'une attestation d'hébergement légale sur les plateformes de distribution en ligne. Avertir, via des plateformes de distribution en ligne, les locataires des risques qu'ils courent en louant de l'hébergement illégal. Pourquoi ne pas faire payer des amendes aux locataires d'hébergements illégaux? Confère la pénalisation des clients de la prostitution en France, la pénalisation volontairement outrancière du trafic de drogue dans certains pays d'Asie, taper sur le consommateur plutôt que sur l'offreur. L'idée, faire disparaître une grande partie de la demande afin de faire disparaître l'offre. Il vous reste 1 minute. Et vous me direz, les étrangers qui ne connaissent pas la loi. Je vous répondrai, allez expliquer ceci au shérif de Jackman le jour où il vous prendra en excès de vitesse dans sa ville ou avec de l'alcool dans le sang. Vous êtes étranger, vous devez respecter les lois du pays dans lequel vous êtes. Avertir les copropriétaires des risques qu'ils courent et rendre co-responsables s'ils acceptent de l'hébergement illégal dans leur immeuble. Créer des dispositions légales dans les baux interdisant l'hébergement illégal dans les copropriétés et rendant solidaires tous les copropriétaires de l'immeuble en cas de non-dénonciation. Créer une procédure juridique rapide où la preuve de l'occupation est suffisante. La solution n'existe pas, mais la mise en place d'un arsenal de solutions simples et rapides rendant cette activité illicite et moins facile à mettre en œuvre est possible, pour autant que le politique, comme les différentes corporations, se mettent en ordre de bataille. Parfait. Merci beaucoup, M. Dangelot. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Merci beaucoup. Donc, votre commentaire sera consigné au rapport de consultation publique. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant M. Patrice Biron. Donc, M. Biron, vous avez déposé un mémoire. Bonjour, bienvenue. Donc, vous aurez 10 minutes pour le présenter. Je vous avise quand il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Bonjour. J'ai eu l'aide d'amis pour rédiger le mémoire, mais je ne veux pas le lire devant vous. J'aime mieux que vous preniez le temps de le lire. J'aimerais plutôt vous parler de mon expérience personnelle.
J'habite le Vieux-Québec depuis une quarantaine d'années. J'ai été élevé dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Louis, l'avenue Sainte-Geneviève, la rue Saint-Denis, la rue Garneau. Et aujourd'hui, je suis un commerçant du Vieux-Québec. Je suis aussi un propriétaire d'immeubles à logement. Je suis aussi un propriétaire d'immeubles avec des locaux commerciaux. Je suis aussi quelqu'un qui travaille avec Airbnb de façon légale quand je fais de la location mensuelle. Et aussi, je fais de la location journalière pour d'autres gens dans la famille qui ont, eux autres, un permis pour faire du Airbnb. J'ai élevé mes 3 enfants dans le Vieux-Québec et je dois vous avouer que ça a été difficile. La seule raison pourquoi j'ai resté dans le Vieux-Québec, parce que j'avais accès à mes commerces et à mes immeubles rapidement s'il y a eu un problème. Mais la réalité du Vieux-Québec, c'est que si vous regardez géographiquement le Vieux-Québec, à l'intérieur des murs ou même avec un petit peu à l'extérieur, il y a 70 % d'espace qui n'est pas utilisé pour des résidents. Ce sont des édifices institutionnels, ce sont des édifices à vocation école, religieuse, des parcs. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu la densité dans le Vieux-Québec et avoir le nombre de résidents à tous les jours pour faire vivre des services essentiels. J'ai un cousin, justement, qui avait une quincaillerie dans le Vieux-Québec, il l'a fermé parce que les gens achetaient de la peinture à gare à l'extérieur de la ville, la ramenaient chez lui pour faire modifier la couleur. Il a même demandé à la Ville de Québec, à l'Hôtel-Ville, si c'était possible qu'ils viennent acheter ces ampoules chez eux pour l'encourager, comme il y avait un commerce de services. La Ville a répondu tout simplement qu'il n'avait pas le droit de le faire. Alors, la réalité économique fait que, exemple, moi-même, avoir été commerçant dans plusieurs domaines dans le Vieux-Québec, c'est qu'on est obligé de se tourner vers le tourisme. Et je pense que c'est la réalité aujourd'hui d'Airbnb, c'est que ça amène des touristes dans le Vieux-Québec qui veulent vivre notre vie, mais de façon plus personnelle. Et ces gens-là, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que je vis avec, c'est que les gens qui louent de moi avec au mois, ce sont des gens qui recherchent des immeubles, des appartements qui sont meublés au complet, mais qui ne veulent pas rester là 1, 2 ans, 3 ans, ils ne veulent même pas de bail. Ce qu'ils veulent, tout simplement, c'est d'avoir un logement pour aller travailler à l'Hôtel-Dieu, ou ils doivent venir apprendre le français. Ce qui fait que le nombre de mois qui sont là est très limité. Ça veut dire que ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois. Certaines fois, je suis assez chanceux que les gens décident de tomber en amour avec la Ville de Québec puis décident de rester à long terme. Mais la porte d'entrée a été Airbnb pour eux autres. Si vous permettez, j'ai un autre exemple pour vous donner par rapport à la difficulté d'avoir des enfants dans le Vieux-Québec. Il y a une garderie dans le Vieux-Québec qui s'appelle la garderie Murmure, qui est extraordinaire, mais elle est réservée aux employés municipaux. Si jamais il y a de l'espace qui se libère, là, ils vont prendre des gens du quartier. Je donne encore un exemple, mon cousin, qui avait 2 enfants, qui est obligé de les mettre dans les garderies à Limoilou, si je me rappelle. Il n'a jamais pu les mettre à l'intérieur de son propre quartier. Alors, de penser que c'est réalisable, que les résidents peuvent rester dans le Vieux-Québec avec la dynamisme qu'il y a en ce moment, c'est extrêmement difficile. La réalité économique, c'est que c'est extrêmement difficile. Je regarde aussi d'autres quartiers dans la ville de Québec. Exemple, je sais qu'il y a l'agrandissement de l'hôpital L'Enfant Jésus. Je ne suis pas sûr que c'est bien le nom de l'hôpital. Mais je vois du développement économique qui se passe de ce côté-là. Il y a des immeubles qui se construisent. Il y a des immeubles qui se rénovent. Et j'ai l'impression que les logements vont se louer plus cher. Alors, en d'autres mots, il va y avoir une amélioration du quartier. Peut-être pas pour les gens qui sont moins aisés. Parce que si je me rappelle, il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, c'était pas le quartier le plus riche, comme on dit entre parenthèses. Mais j'ai l'impression que c'est en train de tout changer le dynamisme de ces quartiers-là à cause de l'hôpital. Airbnb me permet, moi, en tant que résident dans le Vieux-Québec, d'améliorer mon sort, d'améliorer ma valeur foncière, qui permettrait plus tard d'avoir une retraite intéressante. Ce que je vois du côté de la Ville de Québec, c'est des freins. Exemple, vous n'avez pas le droit de faire telle affaire avec... ou j'ai pas un local qui est commercial. Alors, ce qui arrive à la fin, c'est qu'on me demande de payer des taxes, mais on ne me donne pas la jouissance d'avoir les avantages que d'autres quartiers ou d'autres lieux dans la ville ont eu, comme exemple la Transcanadienne a passé à côté de chez eux, où il y a un boulevard urbain, où tout simplement il y a un changement de local, un changement de zonage qui a permis à une certaine richesse, à créer... Alors, en d'autres mots, on me demande
de vivre avec des conséquences sans les avantages. Est-ce que je peux vous dire à moyen et long terme? 5 minutes. Okay. Ce que je peux vous dire à moyen et long terme, c'est pas sain. Puis la réalité qu'on vit aujourd'hui dans le Vieux-Québec, puis que la plupart des gens reconnaissent, ce que je peux vous dire, il y a 40 ans, c'était comme ça. Les hôtels, quand j'étais jeune, achetaient les édifices à côté des autres parce qu'ils étaient vides, puis ils louaient aux touristes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est les gens qui achètent des condos qui louent à Airbnb directement. C'est-à-dire que les petits hôtels ne peuvent plus acheter puis dire, regarde, on va faire ça en dessous de la table ou on va faire tout simplement. Ou ils le font légalement. C'est juste qu'il n'y avait pas le permis, le changement de zonage permettait de faire ce qu'il allait faire. Ce que je dirais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'Airbnb, mais demain matin, ça va être autre chose. Puis même si vous voulez faire une loi qui empêche les Airbnb du monde, ça ne sera pas long qu'il va y avoir une association des gens qui sont catholiques. Tous les gens qui sont catholiques vont faire partie de cette association-là. Puis à l'intérieur de ça, il y a des gens qui vont dire, regardez, là, je suis catholique, j'ai des appartements dans le Vieux-Québec à louer si vous voulez venir en vacances, qui sont meublés, qui offrent avec des services de plusieurs chambres, avec des cuisines, tout ça. Et le marché va continuer, parce que le marché noir va continuer à exister. Puis un autre exemple qui m'a fait penser à ça, c'est quand je vais à Cuba, je suis pas allé à Cuba, je suis allé à la République dominicaine, mais je dois vous avouer que je n'ai pas été dans un resort qui était à l'intérieur des terres, parce que la plage appartenait à tout le peuple de la République dominicaine, et il fallait respecter leur façon de faire. J'ai plutôt été dans un resort qui me donnait sur la plage. Puis si j'aurais pas eu ça, j'aurais pas été. Et le tourisme pour le Vieux-Québec, ce que je peux vous dire, comme étant un commerçant depuis une 40aine d'années, c'est que c'est essentiel. Ces gens-là sont gentils, ces gens-là amènent de l'argent neuf, ces gens-là amènent une richesse et consomment les produits que nous vendons tous, que ce soit l'épicerie Sarou-Couillard, que ce soit les gens qui viennent prendre un café chez nous ou que ce soit les gens qui payent pour un logement, ils vont donner une valeur rajoutée dans les restaurants qui fait qu'on peut fonctionner à l'intérieur de la ville au complet. Parce qu'on ne parlera pas du manque de stationnement, il y a bien des facteurs qui font. Ce que je vous dis, c'est que tout simplement aujourd'hui, même si on veut créer des règlements pour essayer de contrôler, ça va être extrêmement difficile. Ce que je vous demande, c'est d'avoir une ouverture vers le futur. C'est que je pense qu'en tant qu'hôte Airbnb, que si je ne fais pas attention aux gens qui font affaire avec moi, bien, ils ne me donnent pas d'étoiles. Je n'ai pas 5 étoiles, je dois avoir 4 étoiles et demie. Mais c'est parce que je m'occupe du client. Et à tous les jours, à toutes les visites qu'ils ont, ces gens-là, avec nous autres, c'est qu'ils nous donnent une note de passage. Et ça nous oblige à faire attention. Et vous comprendrez que si quelqu'un meurt dans un feu dans mon édifice, ça ne sera pas très bon pour le commerce. Alors, il faut qu'on fasse attention. Alors, je pense que le marché, naturellement, aussi ingrat qu'il peut être, à la fin de la journée, permet de voir la réalité comme elle est. Puis elle permet aux gens aussi de gagner leur vie honorablement et correctement. Si vous ne faites pas ça, vous allez tout simplement continuer à encourager le marché noir d'une façon ou d'une autre, parce que comme dans le passé, on ne va pas respecter la limite de vitesse entre Québec et Montréal, puis les gens vont continuer à vendre de la nourriture ou toutes sortes de produits à l'extérieur de ce que les gens, la société, essaient de créer. C'est tout simplement ça que j'avais à dire. Parfait. Merci, M. Biron. Est-ce qu'il y a des questions pour clarifier certains propos? Ça va? Vous avez des questions, Mme Savard? Oui, allez-y. Je trouve ça agréable de savoir que vous faites attention à vos clients, mais nos clients, nous, quand on est élus, c'est les citoyens de la Ville de Québec. Alors, il faut que vous compreniez que nous aussi, on doit, à quelque part, intervenir puis essayer d'offrir un bon service. Tout à fait. L'autre chose, je suis curieuse parce que vous me dites que je comprends l'importance pour vous, les touristes, puis je le comprends pour la Ville au complet. Mais ce que je comprends aussi de votre intervention, c'est que les touristes veulent faire du Airbnb en grande partie pour vivre un peu, vivre Québec, vivre l'authenticité de Québec et tout ça. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on permet à grande échelle Airbnb dans le Vieux-Québec, on va perdre ça? Alors, je ne comprends pas, parce que si c'est ça que les touristes recherchent, puis qu'à quelque part, on n'en tient pas compte. Vous avez raison. Sur 2 points là-dessus. Premièrement, vous avez raison. C'est que les gens vont venir au début, mais ils vont rater de venir parce que ça va être une ville fantôme. Exactement. Ça veut dire, alors, et en tant que propriétaire, ce que je peux vous dire, là, c'est qu'à l'intérieur de mes édifices, là, je n'ai pas juste du Airbnb parce que la banque ne me le permet pas. Quand j'ai du financement, ils me demandent des baux. Et en ce moment, je suis en chicane avec les banques parce que c'est plus payant certains logements d'avoir ça, qui sont des petits logements sur le rez-de-chaussée que personne ne veut louer. Puis ils sont trop petits parce que c'est des 1,5. Mais je les meuble, je les mets correctement, je mets des draps, des serviettes, tout ça. Puis je peux louer ça au mois. Mais si je demande aux banquiers, ils vont dire, M. Biron, on fait un petit peu plus d'argent que ce que vous auriez fait normalement, mais vous n'avez pas de bail. Ça, je ne peux pas vous prêter là-dessus. Il faut qu'il y ait un équilibre.
Puis l'équilibre se fait par rapport au marché. Le banquier m'oblige. Et en même temps, je ne mettrai pas toutes mes œufs dans le même panier, parce qu'Airbnb, vous l'avez parlé de vous-même, c'est que j'ai commencé il y a 6 ans, moi, Airbnb, parce que la seule raison pourquoi j'ai commencé là-dessus, parce qu'ils ne me demandaient pas d'argent à chaque année. Normalement, les autres sites comme VRBO, ils te demandent un 500$ en partant par logement. So, j'ai dit, regardez, je vais y aller sur un site qui me disait, on va vous donner 2% si jamais ça fonctionne. So, j'ai embarqué sur Airbnb, puis j'ai été chanceux que ça a été le site qui a fonctionné le plus fort. Mais il ne faut pas dire que c'est le seul site, là. Okay. Alors, mais en tant que... ce que je peux vous dire, je n'ai pas la vérité, mais ce que je peux vous dire, je suis obligé de pondérer. Il faut que j'ai des locataires qui sont à long terme, qui ont des baux, et je peux avoir aussi une partie qui sont des locataires qui sont Airbnb, qui vont au mois. Puis à la fin de la journée, bien, c'est mes revenus annuels que je déclare au gouvernement qui font que le banquier il dit, bien, regardez, M. Biron, on va continuer à vous prêter de l'argent, ou on va vous refinancer pour que vous puissiez faire des améliorations dans votre édifice pour le futur. Est-ce que ça répond à votre question, oui, Mme Savard? Oui, mais je terminerai seulement en disant, je pense qu'on est ici justement pour essayer de trouver un bon compromis, essayer d'avoir un encadrement qui va satisfaire le plus possible les gens. Puis on est conscient aussi que si les gens veulent venir à Québec, bien, il n'y a peut-être pas juste le vieux Québec. Tout à fait. Mais je comprends très bien. Le marché, regardez, là, il y a des gens que je connais qui sont à Beauport qui louent des maisons au complet. Il y a des gens qui louent. Ma fille est allée à Vancouver, elle a loué juste un fauteuil, un sofa pour dormir une nuit. Un fauteuil, c'est pas très confortable. Vous comprenez un fauteuil, mais vous comprenez. Alors, c'est pour ça que Airbnb, c'est pas. Peut-être qu'on le voit plus dans le Vieux-Québec, mais c'est sur toute la ville. Merci beaucoup, M. Biron. Merci. Toujours disponible si vous avez. Écoutez, juste vous rassurer, le comité travaille, puis on n'est pas contre les plateformes Airbnb. Je ne pense pas que ça va appeler à disparaître. On est conscient de ça. Hier, l'Association des hôteliers a déposé un mémoire, puis même eux ne sont pas contre Airbnb. Mais ce qu'il faut trouver, comme Mme la vice-présidente l'a dit, c'est un juste milieu, un compromis qui va être acceptable pour tout le monde et qui va respecter tout le monde aussi. Les hôteliers payent des taxes, ils ont toutes sortes de choses à payer. Alors, c'est un peu de la concurrence déloyale dans certains cas. Alors, je pense que, puis comme je l'ai dit hier, je le dis depuis 3-4 mois, si c'était simple, ça serait déjà réglé. Alors, il faut trouver une solution qui va être acceptable pour tout le monde. Mais si vous permettez aussi, mais comme rapidement, parce que là, on dépasse le temps, puis je veux accorder le même temps de parole pour tout le monde. Je comprends tout à fait que vous représentez les citoyens de la Ville de Québec, mais il y a aussi des gens qui sont propriétaires d'immeubles avec plusieurs logements, comme le monsieur sur la rue Garneau qui parlait. Et je dois vous avouer que souvent, on ne sent pas qu'on est bien représenté ou bien écouté à l'hôtel de ville. Parfait. Donc, c'est l'objectif de ces consultations, d'entendre tous les points de vue. Donc, tout sera consigné dans le rapport de consultation. Merci beaucoup, M. Biron. Et votre mémoire sera déposée sur le site Internet de la Ville vendredi. Alors, on poursuit avec M. Michel Massé. Est-ce qu'il est présent? Bonjour, bienvenue. Donc, vous êtes inscrit pour un commentaire sans mémoire. Donc, vous aurez 5 minutes pour vous exprimer. Je vous avise quand il vous reste 2 minutes, puis 1 minute. Bienvenue. Oui, juste en commençant, une petite précision. Moi, je n'ai pas d'accent sur mon nom de famille. Donc, c'est Maas et non Ah, Massé. pardon, Monsieur Maas. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup de me permettre de donner mon opinion sur l'hébergement touristique dans le Vieux-Québec. Je suis un citoyen du Vieux-Québec depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Et c'est un choix personnel, même si je suis né à Québec comme tel, j'avais envie de vivre et de vivre dans le Vieux-Québec. Donc, comme vous le savez, donc, le Vieux-Québec est un territoire qui est restreint, qui est limité dans son espace géographiquement et physiquement avec les fortifications et puis l'effet de la falaise comme tel. Donc, c'est un quartier qui est petit et qu'il faut préserver comme tel. Donc, il faut en prendre soin parce qu'on ne peut pas l'étendre comme on veut. Il est limité dans son territoire. Les résidents du Vieux-Québec sont une richesse et sont une des raisons aussi pour lesquelles la Ville de Québec a reçu l'attribution de la Ville du patrimoine mondial de la part de l'UNESCO. Donc, parce que c'est une zone touristique qui est vivante. Donc, les gens qui viennent à Québec, c'est pas un musée, c'est pas une ville fantôme. Donc, il y a des gens vraiment qui vivent là. Je pense qu'il faut conserver ça et éviter qu'éventuellement, avec le développement, avec l'hébergement touristique qui se développe encore dans le Vieux-Québec, que le Vieux-Québec devienne un Walt Disney, tout simplement, juste qu'on vienne voir des façades et puis se sortir et s'en aller par la suite, et que les touristes se retrouvent juste entre eux, que ce soit dans les restaurants, dans les hôtels, dans la rue, qu'il y ait juste des touristes entre eux. Donc, je ne pense pas que la Ville a vraiment cette vision-là du Vieux-Québec. Donc, je pense que l'offre touristique actuelle est déjà suffisante. On l'a vu sur la carte un peu plus tôt ce matin. Il y a déjà beaucoup d'hébergements touristiques
dans le Vieux-Québec, et ça se développe encore. On pense à l'édifice Chauveau qui est en train de se transformer en appartement touristique, l'ancienne maison Kent, l'ancien consulat français qui est en train de se transformer en appartement touristique, les locaux au-dessus de l'ancienne caisse populaire, juste en face de l'hôtel de ville, qui sont devenus des appartements touristiques. Donc, ça se développe encore, malgré tout, là, dans le Vieux-Québec. Donc, il faut conserver un équilibre, comme on a dit un peu plus tôt, un équilibre entre les résidents et l'hébergement. Et le Vieux-Québec, bien évidemment, je pense qu'on a fait sa part au niveau de l'hébergement touristique. Il y a d'autres places en ville pour faire de l'hébergement touristique. Donc, il faut renforcer et maintenir, évidemment, le contingentement actuel qu'il y a dans le Vieux-Québec. Il faut prendre les moyens, ça a été mentionné un peu plus tôt aussi, c'est pas facile de vivre dans le Vieux-Québec, donc il faut prendre les moyens pour développer et de promouvoir l'offre résidentielle. Donc, c'est un des objectifs, M. Labaume l'a mentionné lors de la campagne, d'attirer des gens. Donc, il faut essayer aussi de... Il y a déjà eu des services dans la ville. Il y a déjà eu beaucoup plus de résidents dans la ville. Il y a sûrement moyen de faire revenir ces résidents-là avec des programmes d'aide, peut-être pour la rénovation des appartements, mais aussi au niveau du stationnement. Ça, c'est faux de penser que parce qu'on vit dans le Vieux-Québec, on n'a plus de voiture. On a quand même un véhicule. C'est pas toujours facile de se stationner dans le Vieux-Québec et ça coûte cher, les stationnements au mois aussi dans le Vieux-Québec. Il y aura peut-être des moyens pour les résidents de faire quelque chose là-dessus. Pour ce qui est des touristes... Il vous reste 2 minutes. Pour ce qui est des touristes, donc, évidemment, le Vieux-Québec, c'est l'attraction, mais ils ne peuvent pas tous demeurer dans le Vieux-Québec. Quand on va à Paris, on ne couche pas tous au pied de la Tour Eiffel. Et quand on va à Rome, on ne couche pas tous au pied du Colisée. On va ailleurs dans la ville, on se trouve un appartement ailleurs dans la ville. Donc, c'est la même chose pour le Vieux-Québec. On ne peut pas tous les héberger dans le Vieux-Québec. Donc, il faut l'hébergement touristique pour être développé ailleurs dans la ville, pour développer les autres quartiers, les faire connaître, et qu'eux aussi profitent de l'offre touristique qui vient à Québec comme telle. Le problème actuel est surtout l'hébergement illégal. Bon, je l'ai vécu l'été dernier. Ma voisine de palier a décidé de louer son appartement par Airbnb durant tout l'été parce qu'elle décidait d'aller vivre avec son copain et elle voulait voir si l'expérience était positive. En attendant, elle a loué son appartement. Donc, ça a créé des petits problèmes particuliers, mais une question d'inconfort. Donc, tous les jours ou tous les 2-3 jours, tu ouvres la porte pour entrer chez toi et des nouveaux visages. Je n'ai rien contre ça. Je voyage et moi aussi, j'aime ça, rencontrer des gens à l'extérieur, mais quand tu rentres chez toi, puis qu'à tous les 3 jours, il y a un nouveau voisin, que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ce voisin-là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça crée un certain inconfort dans l'appartement. On a eu des problèmes aussi. On a eu des problèmes aussi de stationnement parce qu'on a une petite cour derrière chez moi et c'est arrivé plusieurs fois durant l'été où on a dû intervenir parce que le touriste imaginait que le stationnement qui était là était pour lui tant qu'il est pour les locataires. Et l'autre problème, c'est au niveau de la sécurité, en particulier pour les assurances. Donc, les assurances, c'est très important parce que, bon, si par hasard il arrivait un feu, un vol ou du vandalisme, bien, c'est même valeur. Si je fais une réclamation, il y a de fortes chances que je ne sois pas remboursé parce qu'il y a une activité illégale dans mon appartement ou une activité commerciale non prévue au départ dans l'appartement. Et que si par hasard ça se change, bien évidemment, mes primes aussi vont augmenter en conséquence. Mais s'il arrive quelque chose, je suis perdant dans tout, là. Je ne peux pas me faire rembourser parce qu'il y a une activité illégale dans l'appartement. Donc, c'est un élément important, je pense aussi, à considérer qui n'est jamais ou très rarement souligné. Enfin, juste, évidemment... Je vous invite à conclure. Oui, évidemment, améliorer les interventions aussi au niveau, lorsqu'on fait une dénonciation. Ça a été mentionné tantôt, c'est pas évident à prouver. Et ça, pourtant, c'est facile. Là, je veux dire, le touriste qui est là, on voit bien qu'il n'est pas résident régulier de l'appartement. Donc, c'est facile à démontrer, mais c'est très compliqué à l'heure actuelle quand on fait une dénonciation auprès de la Ville pour qu'il y ait une intervention pour corriger la situation. Parfait. Merci, M. Mas. Des questions? Ça va? Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. votre commentaire sera consigné au rapport de consultation. Merci. C'est très apprécié. On m'indique qu'il y a une personne qui souhaiterait intervenir, donc une personne qui n'était pas inscrite au préalable. On pourrait prendre son intervention. C'était quelqu'un qui avait signifié son intérêt à parler auprès de mon collègue Daniel Leclerc. Oui, bienvenue. Venez, madame. Vous pourrez intervenir là, pour une période de 3 minutes, puis... Je pensais que j'allais en avoir 2. Et puis, écoutez, comme on a un peu plus de temps qu'hier, puis il y avait moins de personnes qui se sont présentées, je vais vous demander de vous nommer, par contre, et puis de nous dire en quoi vous vous sentez concerné par le sujet de la consultation. Peut-être nous expliquer aussi la présence là, des biscuits sur la table, etc. Vous allez tout comprendre. Écoutez, j'ai même des choses de Russie. Mon nom est Vicky Lépine. Approchez le micro de vous, s'il vous plaît. Merci. Ouais. J'étais là hier. Mon mari a parlé. Il avait besoin d'eau. C'est ça, exactement.
Donc, moi, je suis ici aujourd'hui en tant que propriétaire d'immeubles dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et je tiens à vous dire, wow, quel beau débat. J'étais là hier pour écouter. Et si vous saviez comment je vous trouve chanceux d'être sur ce comité de travail actuellement, si j'avais pu postuler pour être parmi vous, je l'aurais fait et j'aurais tenté de me démarquer pour être assis avec vous. Vous avez entre les mains une belle opportunité de faire rayonner la Ville de Québec et ses citoyens. De faire... je suis pas moins stressée que mon chum, finalement. En proposant un projet constructif et visible avec Airbnb. Car si le projet est gagnant-gagnant, la visite pour la Ville de Québec et ses citoyens sera extraordinaire. Airbnb est vu partout. Les ententes qui sont prises avec toutes les grandes villes de ce monde sont copiées. Hier, vous avez demandé la question à M. Terry. C'est quoi les... On veut tous savoir c'est quoi les solutions gagnantes. T'sais, c'est quoi les big wins? On va les appliquer, votre facile. J'ai été déçue de sa réponse. Ouais. Je lui ai dit hier. J'ai dit, je m'attendais à une meilleure réponse que ça. Mais, tu sais, j'ai réfléchi. Puis c'est pour ça que je ne suis pas intervenue hier. Puis je me suis dit, lui, ce qu'il est venu nous dire comme message, je l'aurais dit peut-être autrement que lui, mais il est venu nous dire, la Ville de Québec est unique. Et faites votre propre modèle. On va collaborer avec vous. Et on va trouver la meilleure solution qui s'adapte à la Ville de Québec. Bien, moi, je vois ça comme une opportunité pour la Ville de Québec d'être les best practices puis d'être le modèle pour les autres villes. Moi, c'est comme ça que je vois l'opportunité que vous avez. Maintenant, je vais vous parler de moi, ma réalité à moi face à Airbnb. Il vous reste 1 minute. Et c'est bon. J'aime Airbnb parce que je l'utilise en tant que voyageur et il m'a grandement dépanné. Parce qu'en novembre dernier, on a un locataire qui est parti. On a essayé de louer notre appartement dans le Vieux-Québec. On n'a pas été capable. Moi, j'ai des obligations financières. J'ai une hypothèque à payer. Je suis jeune, vous voyez, je travaille. Le stress financier est devenu trop élevé. Je me suis retournée vers Airbnb. Je fais de l'hébergement illégal. Vous le savez. Vous le savez, j'ai quelqu'un qui va venir chez nous, visiter les 4 logements. J'ai une lettre. Ce que je fais, moi, j'accueille les gens. Ils me laissent des cadeaux de Russie. Je leur donne des biscuits quand ils viennent. Sirop d'érable, c'est le temps de l'érable, ils vont avoir des cannes de sirop d'érable. Hey, s'il pleut, ils ont un parapluie du Québec. Moi, je trippe. OK? Moi, là, je suis allée à Hawaï avec Airbnb. Puis vous allez rire. OK? Un jour, on a cogné à une porte parce qu'on ne trouvait pas l'adresse. Alors, ça fait 3 minutes. Je vous invite à conclure. OK? Je ne trouvais pas l'adresse de la personne. On s'est ramassé avec ces gens-là et on a passé la soirée avec eux et c'est eux qui nous ont hébergés. Fait que si moi, il y a quelqu'un qui vient cogner à ma porte pour savoir c'est où l'adresse d'Airbnb puis qu'il la trouve pas, ben moi, c'est ça qui m'est arrivé. Puis la personne, qu'est-ce qui va y arriver? Ben ça va être les bras ouverts, je vais l'aider de la meilleure façon que je peux. J'aurais plein d'autres choses, checker. J'avais recto verso. Ce que je vais vous dire, moi, le problème... Je vais essayer de conclure vite, oui, je m'excuse. Rapidement, oui. Je me serais inscrite, je savais pas qu'il fallait un mémoire. C'est que le problème, je pense pas que c'est des gens comme moi et mon mari, qu'on a un immeuble, qu'on essaie de s'en sortir. C'est vraiment l'hébergement illégal. Puis je pense que c'est là-dessus, présentement, qu'il faut... c'est un peu niaiseux, c'est illégal, non. C'est ceux-là qui ont plein, puis qu'il y a une personne qui gère tout ça. Ça, c'est pas correct pour le monsieur du Vieux-Québec qui a un hôtel qui, lui, paye les inspections, puis ses taxes, puis tout ça. Ça, c'est vraiment le ghost hostel. Pour le moment, j'aimerais mieux que la Ville, pour ses citoyens, il y a des propriétaires responsables, mettez-nous juste pas dans tout le même panier. Alors, parfait. Je vous arrête. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Madame Lépine. Alors, c'est bon. Voilà, c'est bien noté. Hey, voulez-vous goûter? C'est des cadeaux qu'ils nous ont laissés. Alors, fait que je vais vous revoir, hein? On va avoir votre visite. Merci beaucoup. On va vous faire visiter l'appartement. Non, mais je vous invite tous à venir. Alors, votre commentaire sera consigné au rapport de consultation. Alors, à ce moment-là, on mettrait fin à la deuxième séance? Oui. Alors, madame, oui, vous êtes intervenue hier, cependant. Alors... Je complète quelque chose parce que j'ai donné une information qui n'était pas tout à fait juste. OK. C'est pour corriger votre intervention d'hier? Oui.
Alors, faites-le au micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Mais je tiens à préciser que les gens se sont inscrits, on réserve un temps de parole, puis les personnes non inscrites, on n'accorde pas de deuxième droit de parole par manque de temps, malheureusement. Donc, c'est vraiment pour corriger une intervention que vous avez faite hier, mais rapidement. Oui. Parce que sinon, toutes les autres personnes vont demander un deuxième droit de parole aussi, vous comprenez? Alors, on doit être équitable dans le temps de parole. Allez-y rapidement. Votre nom? Louise Bilodeau. Oui. J'avais parlé de Glasgow. J'avais dit qu'il y avait une limite d'un certain nombre d'unités. C'est faux, c'est une limite d'un certain montant d'argent. Alors, moi, ce que je proposais, c'était une limite de 12 000 pour les propriétaires occupants qui accueillent chez eux, parce qu'après avoir payé les taxes, les impôts, les assurances, le programme de prévention anti-punaise de lit et tout le kit, il doit rester à peu près 6 000 après, au bout du compte. Donc, la solution d'un montant est plus juste qu'un certain nombre de nuitées, parce qu'il y en a qui louent à 40, puis il y en a qui louent à 200. Parfait. Alors, merci. Merci de la précision, Mme Bilodeau. Ça sera consigné au rapport. Merci beaucoup. Alors, à ce moment-là, c'est ce qui met fin à la deuxième séance d'audition des opinions. Je donne la parole à Mme Savard pour le mot de la fin. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes les opinions, pour avoir pris la peine de vous déplacer et de venir nous donner un peu votre idée. Et comme vous pouvez voir, c'est pas un débat qui est très facile parce que, comme je disais hier, on a des propositions de faire des projets pilotes et de l'autoriser à la grandeur de la ville, et on a des propositions de l'abolir à la grandeur de la ville. Donc, c'est de trouver le juste milieu dans tout ça et essayer de prendre en considération tous les points de vue. Alors, nous, on est de retour à 14h. À 14h. Merci encore. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci à tous.